Je viens de taper Yuri en parlant sans faire exprès. Y a pas de souci, c'est bon. Ah, tout le monde est magnifique. Enfin, vraiment, c'est une publicité Abercrombie. Mais ça dure 45 minutes. Moi, je pense exactement la même chose que Imen. Merci, au revoir. Je pense qu'à ce stade, on peut dire qu'on est dans un monde post-lynchéen. Alors, c'est pas du tout pour vous renvoyer sur la carte blanche de l'analogue Aurore. Elle naît avec un bec de lièvre, sa mère, elle meurt en couche, le père, il est tétraplégique et alcoolique et il meurt. Mais juste, il y a un truc que je comprends pas. Là, c'est que des escargots ou c'est des humains? Non. Où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Pierschmann? Je suis toujours là, c'est le titre du nouveau film de Walter Salles qui se déroule à Rio en 71 sous la dictature militaire. C'est aussi le cri de soulagement qu'a poussé l'équipe en sortant de la projection de Mémoire d'un escargot, un film d'animation pour adultes qui ne ménage pas notre âme d'enfant. Je suis toujours là, c'est aussi ce qu'on aurait aimé entendre dire David Lynch, disparu cette semaine et à qui on consacre un focus hommage. On peut se rassurer en se disant que les grands artistes survivent à leur mort. Ironiquement, Laura Piani signe un premier long métrage intitulé Jane Austen a gâché ma vie. Et aujourd'hui, carte blanche à Rita qui nous racontera comment la réalisatrice Elaine Main a adouci la sienne. Et je suis toujours là, derrière le micro, et bien sûr la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action. On va commencer cette semaine par vous dire un grand merci d'être venus aussi nombreux la semaine dernière pour notre première en public. On a vraiment pris un plaisir monstre, c'était vraiment très très chouette et de... Quoi? C'était bizarre? Non, ils font n'importe quoi avec les caméras, donc voilà, c'est tout. Depuis tout à l'heure, on fait des petits cœurs sur les caméras. J'espère que vous regardez ça en vidéo sur YouTube. Sur YouTube. Et écoute, tu me fais une transition parfaite parce que je vais faire un petit rappel pour vous dire que c'est trop chouette de nous suivre. On est trop contents d'avoir de vos nouvelles toutes les semaines et de vous avoir rencontrés en vrai pour certains en sortant de la projection de Fish Talk, les meilleurs exactement. Mais on vous encourage effectivement pour qu'on puisse continuer d'exister et de grandir à liker et commenter le podcast sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et bien sûr sur YouTube. On est très content de notre petite chaîne YouTube et des montages signés Félix toutes les semaines. Parce que nos scores stagnent un peu depuis quelques mois maintenant, alors que nous avons de plus en plus de personnes qui nous écoutent. Prendre le petit réflexe de lâcher des petites étoiles et des petits commentaires sur les applications de podcast, ça fait un peu, on quémande un peu, mais en vrai, ça nous aide énormément. Ça nous fait remonter dans les classements. On fait pas que ça pour les classements, évidemment, mais ça permet aussi de partager ce podcast de plus en plus largement. Voilà. Et écoute, c'est un message aux nouveaux venus parmi vous. Yuri, écoute, avant de parler cinéma, comme d'habitude, on va parler chiffres. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi? Et quel est le box-office de la semaine? Est-ce que tu as des bonnes nouvelles à nous partager? Pas trop, puisque c'est toujours 3 animaux velus qui tiennent le trio gagnant, à savoir Mufasa le Roi Lion, Un ours dans le Jura et Sonic 3. C'est cool, Un ours dans le Jura. Oui, c'est bien, mais bon, j'ai un peu l'impression de dire la même chose depuis 3 semaines. Et c'est le seul animal qui est trouvé grâce à nos yeux. C'est vrai. Bon, les 3 font quand même des bons scores. On est quand même sur un petit box-office cette semaine. Non, ce qui est intéressant, ce sont les scores de Baby Girl, qui fait 133 000 entrées pour sa première semaine sur 320 copies. Donc, il a été assez, on va dire, moyennement distribué. Mais visiblement, il y a quand même un intérêt à ce projet. Et film largement débattu la semaine dernière, puisque... Absolument. Oui, Rita. En fait, il y a un peu un effet le consentement, mais pas dans ses proportions. Les gens vont sur TikTok. En fait, j'ai vu beaucoup de TikTok de personnes. Alors là, c'est beaucoup moins positif que pour le consentement. Donc, le film adapté du roman de... Vanessa Springora. Parce que là, les gens disent, j'ai vu un TikTok qui disait, ça m'apprendrait à pas voir les bandes annonces avant d'aller au cinéma, et il y a des gens qui disent, je suis sortie avant la fin de la séance parce que c'était hyper cringe. Donc, visiblement, les jeunes ont un problème avec la sexualité, mais ça, on était au courant. Mais, c'est dommage. Moi, alors du coup, entre temps, je l'ai rattrapé. Je me permets de dire que je suis dans l'équipe des gens qui l'ont beaucoup aimé. Il est débile, mais génial, ce film. Et donc, allez voir ce film débile, mais génial. Ça te met entre les deux équipes, d'une certaine manière. Non, mais parce que moi, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça absolument débile sur son sujet, mais j'ai passé un super moment quand même. Et l'autre surprise, c'est un film dont on vous parle ce soir, c'est Je suis toujours là, le film de Walter Salles qui fait quand même presque 100 000 entrées pour sa première semaine sur seulement 180 copies. Il fait presque la meilleure moyenne la meilleure moyenne de spectateurs par copie. Donc c'est un film sans aucune tête d'affiche qui visiblement est quand même un peu porté par son succès aux Golden Globes, quoique je suis pas sûr que les gens en ont quelque chose à taper des Golden Globes. Je pense que simplement le film est intéressant. Les Golden Globes. Je sais pas ce qui se passe en termes de prononciation. Les Golden Globes de la Award Season. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de très intéressant. Non, globalement, les nouveautés se mangent un peu quand même des murs. C'est dommage. Retourner
voir plein de films, il y a plein de choses à voir. On va vous parler de plein de films ce soir. Est-ce qu'ils sont bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je t'avance un peu, je crois. Ah, voilà. Non, mais voilà, moi je suis là, c'est le moment un peu vendeur de voiture. C'est le chauffeur de salle en fait, le Yuri, et on adore ça. Et en parlant de Howard Season. Et en parlant de Howard Season, merci Rita pour la transition. On va parler de The Brutalist. Il y a eu une petite polémique concernant les intelligences artificielles sur le film de Corbett qui n'est pas encore sorti en salle, qu'on a vu. Qui s'appelle The Brutalist. Ouais. Je l'ai dit. Qui sort dans 2 semaines. Qu'on est pas mal à avoir vu maintenant autour de la table. On vous en parlera dans 2 semaines, mais on voulait vous parler de cette polémique parce qu'elle est un peu plus large que le film et elle est assez intéressante. Alors en tant qu'experte en intelligence artificielle, pas du tout. Je suis très réfractaire à ça et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai amené le sujet sur la table. Alors en fait, il a été révélé que le film de Brutalist a utilisé de l'intelligence artificielle pour parfaire l'accent de Adrien Brody qui dans le film parle beaucoup, enfin en tout cas visiblement pas tant que ça, mais en tout cas il y a des scènes où il parle en hongrois. Je dirais c'est Il parle en magyar, absolument. Le film est vraiment en anglais pour les 9 dixièmes. Ok. En tout cas, donc ils ont utilisé de l'IA pour parfaire son accent. Il doit y avoir 5 minutes de pas anglais. C'est ça. Et ensuite, donc premier un peu tollé sur les internets parce que en fait le film et surtout la campagne du réalisateur Brady Corbett autour de ce film pour la Howard Season, c'est redonner des budgets moyens au film et on peut faire de très belles choses parce que le budget de Brutalist c'est $10 millions, ce qui peut paraître énorme mais n'est pas si énorme à l'échelle de l'économie du cinéma américain. Pour un film hollywoodien. Mais même un film un peu, enfin même aujourd'hui, c'est petit film, surtout pour un film de 3h30. C'est un film prestigieux, en costume, historique, voilà, avec des acteurs connus. Oui, voilà, donc c'est rare. Qui a été fait pour un tout petit budget et avec une dimension événementielle que ce genre de film n'a pas beaucoup. Et une dimension, en fait, dans tous ses discours quand il gagne des prix, il dit c'est un peu le film qui vient presque sauver Hollywood. C'est un peu ça la rhétorique autour du film et qui parle de redonner de la valeur aux artistes, aux auteurs, revenir à un truc essentiel du cinéma qui sort des studios, qui sort du mercantique en fait. Sauf que bon, du coup, ils ont utilisé l'IA pour ce truc-là et aussi pour générer quelques plans de bâtiments architecturaux, sachant que le film parle d'un architecte. En fait, c'est pour avoir, enfin, si tu n'as pas vu le film, c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est à la fin, il y a une exposition à la Biennale d'architecture de Venise et il y a des plans sur en fait des images, enfin des maquettes, des plans de ce que ces œuvres, de ces bâtiments, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Et en fait, ces visions architecturales-là ont été d'abord conçues à l'aide d'intelligence artificielle, mais pas que. Parce que ça a été un peu démenti, je crois, par Corbett. Alors, Brady Corbett, entre-temps, est venu un peu calmer le monde. En fait, le truc déjà, c'est que, vu comment c'est sorti, j'ai vu un tweet qui disait que Harvey Weinstein serait jaloux de cette stratégie de dénigrement d'un film, parce que ça arrive au moment où les votes pour les Oscars sortent. Les nominations des Oscars, c'est demain. Et en fait, ça a un peu descendu le film, parce qu'il y a, dans la communauté artistique, en tout cas, une espèce de côté réfractaire à l'IA, ce qui peut être mon cas aussi. Premièrement, déjà, on a bien conscience, on n'est pas non plus débile, que l'IA, il y a de l'IA générative, ce qui pose plutôt problème, et il y a de l'IA qui est utilisée depuis des décennies, notamment pour cure cancer, donc il y a des trucs qui sont OK pour guérir le cancer. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais donc voilà, on n'est pas en train de... Enfin, je ne suis pas en train de dénigrer toute l'aventure, mais c'est juste que pour ce film-là en particulier, qui parle d'intégrité artistique et de moralité, du fait qu'il faut payer les gens pour faire des choses et pas utiliser que la technologie très moderne, ça peut être un problème. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont revenir là-dessus. La seule chose que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est pas les seuls films, déjà la même boîte, donc même pas d'autres boîtes, mais la même boîte qu'ils ont contractée, a été utilisée sur le film Emilia Pérez, notamment pour les moments où Carla Sofia Gascon doit chanter en dehors de son amplitude, de sa tessiture, ce qui moi par ailleurs me gêne beaucoup plus parce qu'à ce moment-là prend une autre personne pour jouer dans une comédie musicale, mais c'est pas le sujet. Enfin, en tout cas, je crois que c'est aussi pour les moments où pré-transition ils ont baissé sa voix. Ok, alors je ferme ma gueule, mais en tout cas tout ça c'est pour dire que ça a ouvert un grand débat sur Twitter, donc c'est pas un vrai endroit, mais en tout cas dans notre conversation ça ouvre, en tout cas, mais même entre nous, ça a ouvert un débat sur est-ce que c'est un outil qu'on va utiliser, l'IA générative, pour parfaire certaines choses au même titre que les VFX, que les images générées par ordinateur, que l'animation 3D versus l'animation 2D, ou est-ce que c'est quelque chose qui va venir grand remplacer certains métiers qui sont voués à disparaître, et ça, que ça soit bien ou pas, ça risque d'arriver, notamment les métiers de doublage, les métiers de traduction, c'est déjà le cas, et le cinéma, ça n'est qu'un échelon de tout ce que l'IA risque de faire mettre en jeu comme métier, mais ce qui est plus dommage, c'est quand ça intervient dans l'art. On y consacrera probablement un focus un jour, parce que c'est un sujet dont on... Non, mais au contraire, et je pense que Félix va te répondre, parce qu'on a eu un débat en off et c'est intéressant de l'avoir à l'antenne, mais effectivement, ce que je voulais dire, c'est que on va faire un débat succinct, mais que c'est, on va dire, une conversation qui revient assez régulièrement et sur laquelle on n'est pas complètement tous d'accord. Donc probablement que ça fera l'objet d'un focus. Tu voulais réagir, Félix, à ce que vient de dire Rita ? Enfin, c'est pas, moi j'ai même pas vraiment d'avis sur la question, c'est juste que genre si on regarde l'histoire du cinéma,
les mecs qui faisaient de la stop motion et les fils tipettes, en fait, à l'arrivée de Jurassic Park et des effets spéciaux, ils se sont tous mis au chômage parce que justement leur métier malheureusement était un peu obsolète par la technologie. Je pense que ça va arriver et que c'est effectivement terrible parce qu'on va perdre un artisanat. Après, ça va peut-être permettre aussi à d'autres auteurs, justement dans des budgets et des frais qui sont moindres, de faire des trucs hyper créatifs et hyper intéressants, et voilà, de permettre aussi une émergence d'un autre cinéma, en tout cas un petit peu plus créatif, voilà, d'autres gens qui n'avaient pas forcément les moyens de faire potentiellement justement les films qui vont faire à l'avenir là. Donc je suis un peu mi-concombre sur le sujet. Mais en fait, moi je trouve que c'est presque mignon comme ta vision de la chose, parce que tu l'imagines comme un truc qui va soutenir des auteurs. Alors sûrement, oui, moi ce qui me gêne plus, c'est l'idée que, en fait, par exemple là, Shredder, qui est vieux papy gâteux, a fait un post Facebook hyper long en disant oui. Donc tu as aimé le dernier film, le vieux papy gâteux? Bien sûr, mais il y a plein de papy gâteux super. Mais en fait, il a la première chose qu'il a dit, c'est que en fait, il a demandé à ChatGPT de lui donner des pitch de films de Paul Thomas Anderson, et que les pitchs étaient hyper cool et qu'il comprend pas du tout pourquoi se casser le cul. Là, tu vois, et lui, c'est un auteur. Alors, en fait, voilà, moi, c'est le point qui moi m'agace, c'est qu'en fait, il y a quand même autour de l'IA une espèce de discours un peu messianique de la part de boomers sur LinkedIn, globalement, et du coup, notre ami Paul Schrader, malheureusement, tombe dans cette... T'allais dire moi. mais tombe un peu dans cette catégorie-là que, ah là là, l'IA, je lui donne un truc à manger et regardez ce qu'elle me sort. Moi, je suis assez... non, l'IA, c'est un outil. En fait, ça, en tout cas, c'est censé être ça, parmi d'autres. Et en fait, dans le cas de The Brutalist, moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y ait eu une polémique. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils ont juste, en effet, utilisé un logiciel qui est certes, qui s'appelle de l'IA, mais qui est en fait juste un logiciel, pour amender un peu des tons de voix avec l'accord des acteurs, pour que juste leur accent dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas soit pas ridicule à l'image. En vrai, moi je trouve ça ok. Tu vois, moi il y a un truc où c'est comme les VFX où d'un coup tu tournes à Paris et en fait pas du tout, et juste tu réincrustes. Non mais c'est un trucage parmi d'autres aujourd'hui qui est utilisé, et quand c'est hyper chirurgical comme ça, je vois pas le problème. Là où je trouve que par ailleurs, c'est hyper hypocrite de la part de ce système hollywoodien qui du coup maintenant dit « Oh là là, l'IA va tous nous remplacer ». Bah en fait les gars, ça fait 25 ans que vous faites des doubles numériques de comédiens pour leur faire des cascades dans vos films. Ça fait 25 ans qu'en fait que cela existe et que c'est pas du tout nouveau. Le troisième point, c'est Émile qui a apporté ce truc à notre attention, et j'aimerais quand même citer ce truc-là, c'est incroyable, c'est l'IRCAM, un obscur, enfin pas obscur, mais on va avoir des courriers là. Un institut, enfin le grand public connaît pas forcément l'IRCAM, c'est un institut de recherche sur le son qui est situé en dessous du centre Georges Pompidou, enfin pas loin, et qui du coup il y a déjà 25 ans, pour que Gérard Depardieu ait un accent crédible dans un film, avait créé en fait une espèce de logiciel pour en fait globalement remodéliser sa voix et que son accent, je crois anglais ou italien, soit pas ridicule. Donc en fait c'est déjà des choses qui existent, et là où la polémique est un peu, encore une fois, où tu vois que ça devient un peu stérile, où d'un côté t'as des gens qui disent ah ben voilà l'outil magique, un peu les espèces de scientistes technophiles qui nous expliquent qu'en fait c'est par la science et globalement par la technologie qu'on va tout résoudre. Non, c'est pas ça. Et de l'autre côté, les gens qui disent là c'est apocalyptique de faire un truc qu'on fait déjà depuis des années. Et c'est comme en fait dire aujourd'hui Photoshop, quand tu détours un truc sur Photoshop, il y a 25 ans, fallait le faire pixel par pixel. Ça fait 10-15 ans que c'est un seul clic. Et ce genre de choses, en fait, je pense que oui, ça va venir dans le vocabulaire. C'est juste que la manière dont c'était formulé, et par ailleurs, la campagne de dénigrement, elle a commencé par le monteur du film lui-même qui a dit on a fait ça. Oui, mais alors le truc, c'est que la campagne a commencé par quelqu'un qui a sorti cette interview qui datait un peu. Donc je pense qu'il y a vraiment un studio concurrent qui a un peu, parce que franchement, ça a été vraiment presque organisé. Ah oui, mais c'est pour leur tirer des balles dans les pattes avant les Oscars. Peut-être dernière chose juste sur le truc de la technophilie, tu as parlé de technocrature, et en fait je pense aussi que ce qui fait que je suis réfractaire de manière aussi catégorique, alors que je vois très bien les nuances dans ce sujet, c'est aussi peut-être simplement le contexte qui fait que dès qu'on me parle d'IA sur Twitter en particulier, en vrai, je suis en mode non, c'est contre ma religion, laissez-moi tranquille, quoi. Et surtout, il faut se dire qu'il y aura des dérives, de la manière que Marvel, d'un coup, s'est mis à faire que des films numériques, et c'est horrible. Mais à côté de ça, les VFX, il y a plein d'autres petits créateurs qui font des trucs super. Et je pense que l'IA, ça va être comme ça. Il va y avoir un gros système hollywoodien qui va remplacer les scénaristes, et ça va faire des films de merde. Mais même pas. Moi, je pense que les premières personnes qui vont remplacer, et c'est ça qui leur fait peur, c'est les comptables, les marketeurs, et tout ça. L'IA peut le faire mieux que tout le monde. Donc en vrai, l'IA générative, c'est pas le problème. Mais on fera un focus sur l'IA. Oui, et j'allais dire que moi j'ai été contactée, je trouve ça hyper intéressant, par en gros
par une IA. Exactement. Non, mais sur un travail de recherche sur comment ChatGPT peut effectivement intervenir dans le travail de scénariste. J'ai été, je crois, la 3e à donner mon témoignage, et ils vont voir des centaines de personnes, et à la fin ils vont sortir un espèce de truc là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant, et je pense que ça pourra participer dans notre focus, parce que clairement, ChatGPT peut t'aider si tu l'utilises intelligemment. Si après tu lui demandes d'écrire le film à ta place, c'est un autre problème, n'est-ce pas? Ça pourra peut-être être mieux que certains scénaristes. Écoute, Laurent, ça balance au snap. Alors Laurent, écoute, on va quitter ce débat de Gen Z qui t'échappe probablement et s'intéresser à un réalisateur qui vient de mourir. Ce n'est pas David Lynch à qui on consacre notre focus. Je suis beaucoup plus à l'aise là tout de suite. Alors franchement, Félix, Yuri et moi sur l'IA et Laurent sur machin. Mais t'es pas tout à fait Gen Z, toi, Yuri. Non, Laurent, on va s'occuper de... Encore heureux. On va parler de Blier, qui vient Bertrand. de Bertrand Blier, qui vient... Tu l'appelles par son prénom, vous êtes intime. Mais du respect sur son nom, en fait. D'accord, pardon. Non, parce qu'on pourrait parler de Bernard Blier, ce serait plus intéressant encore. Oui, mais là, tu nous parles de Bertrand Blier. On va parler de Bertrand Blier qui est décédé, malheureusement, cette semaine. Non, malheureusement, on peut pas se réjouir de la mort des gens quand même, enfin, sauf des gens vraiment très, très, très scandaleux. Et même si lui aimait bien être provocateur et globalement être misogyne, parce qu'il faut quand même pas oublier cette dimension-là. Provocateur à misogyne. Qui prend quand même l'essentiel de son cinéma. Ça reste quand même un cinéaste assez intéressant, très ancré dans l'époque, en particulier à ses débuts, dans les années 60-70, où il vient avec des choses qui ont quand même pas mal dynamité de trucs dans le cinéma français. Je trouve que gagné l'Oscar du meilleur film étranger. Voilà, notamment. Rappelons qu'il a réalisé Tenue de soirée. Voilà, il fait Les Valseuses, Calmos, Préparez vos mouchoirs, Buffet froid. Il les a enchaînés quand même, tout cela, rien que ça. Il a fait Tenue de soirée, entre autres. Enfin bref, il en a fait pas mal. C'est un cinéaste qui est quand même assez intéressant, un grand cinéaste de dialogue à mon sens, qui a une carrière quand même vraiment remarquable, qui a une personnalité, faut le dire, plus que clivante, enfin très difficile. Il suffit de voir le vidéoclub de Combini qui avait été fait sur lui, où il est globalement odieux, et où il sort des références obscures, même s'il fait un hommage à David Lynch, dont on va parler tout à l'heure. Ce qui est quand même du coup assez drôle de s'imaginer ce mec improbable qui fait ça. Ça reste quand même, je pense, au-delà de tout ça, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de postures dans la manière dont il voit les choses, et donc je trouve que ça reste un personnage qui est assez intéressant. Pour donner un ordre d'idée, j'ai lu quelque part une anecdote où en fait il a mis 7 ans à faire entre ses 2 premiers films, et un intervieweur qui lui a demandé mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 7 ans? Il a répondu j'étais au chômage. On lui avait dit mais le chômage ça n'existait pas. Il fait ouais, j'étais un mec d'avant-garde. Globalement c'était sa personnalité, il était comme ça. Ça reste un type intéressant qu'il faut remettre dans le contexte, hein. Évidemment je pense que vous regardez Les Valseuses aujourd'hui, c'est quand même un peu difficile, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que même à l'époque en vrai c'était déjà très hardcore. C'était très hardcore, mais c'était un film qui était fait pour choquer le bourgeois à une époque où c'était un truc qui avait du sens. Aujourd'hui, choquer le bourgeois, ça veut plus rien dire. Donc c'est pour ça que on pourrait en discuter en long, large et en travers de ce que ça veut dire de, entre guillemets, cette espèce de posture, de choquer le bourgeois dans les années 60-70, et les mecs qui essayent de faire ça aujourd'hui, je trouve ça extrêmement gênant. Mais à l'époque, ça voulait vaguement dire quelque chose, même si en effet, le film est ultra misogyne, c'est hyper abusé, il y a des trucs qui sont scandaleux. N'oublions pas quand même de le reposer dans le contexte. Le gars est a priori pas un violeur, il a pas été condamné pour grand chose, il a fait des trucs border, mais c'est resté quand même toujours dans la limite du légal. Du légal, et ça veut dire quelque chose. Bah oui, c'est l'avocat qui parle. Le premier film dont on vous parle ce soir, c'est Je suis toujours là de Walter Salles. On écoute la bande-annonce. Vai ficar andando no carro daquele playboy, não? Ô pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro. On est à Rio, au Brésil, en 1971, sous la dictature militaire. La grande maison des Paiva est un havre de paix, jusqu'au jour où des hommes du régime viennent arrêter le père de famille, qui disparaît sans laisser de traces. Et à partir de là, sa femme et leurs 5 enfants vont mener un combat pour rechercher la vérité, Imen.
C'est complètement le pitch de ce film. J'avoue que moi je suis rentrée dedans en ayant une très belle promesse qui est un peu dans ce que tu dis, parce qu'en fait l'ouverture c'est sur cette mère de famille qui est dans l'eau, à la plage, à la rumeur, un peu au loin, et d'un coup il y a un hélicoptère qui s'immisce un peu dans ce plan militaire complètement. Et donc du coup d'emblée on nous fout dans une ambiance, on se dit ok, là on assiste à quelque chose. Super plan d'ouverture par ailleurs. Sublime. Un peu en demi-teinte entre de la légèreté, de c'est Rio, c'est la plage, on s'amuse, et à la fois on sent que le grave est proche. Moi, le problème que j'ai eu face à ce film, quand même, c'est que cette ouverture où c'est la plage, on s'amuse, on est tous un peu mannequins et on danse sur du jazz. Oui, parce que le casting est très beau. Ah, tout le monde est magnifique. Enfin, vraiment, c'est une publicité à Abercrombie, quoi. Enfin, c'est un truc qui est assez hallucinant. Mais ça dure 45 minutes. Et sauf qu'en fait, moi qui ne connaissais pas grand-chose à cette histoire et qui ne savais pas au début que c'était adapté d'un roman et autobiographique et du coup d'une histoire vraie, tout à fait, ça fait que j'attendais un peu que ça arrive, parce que tu te dis, on va pas juste m'exposer une belle famille qui s'amuse et qui est géniale, où tout le monde s'entend super bien. Enfin, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas suffisant. Donc, on attend quand même qu'il y ait un peu l'incident déclencheur, et qui, pour moi, malheureusement, arrive un peu tard, et qui fait que quand ça arrive, je me dis ah, tout ça pour ça. Et donc, ça fait que quand on bascule, en fait, du coup, dans cette histoire, beaucoup plus dans cette dictature, cette violence-là, ça fait que moi, j'étais déjà plus tout à fait dans le film, et que ça fait que malheureusement j'ai un peu lâché la rampe, et qu'il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes, mais que ça n'a pas suffi à me satisfaire complètement. Laurent, est-ce que tu partages l'avis de Dimen en demi-teinte ? Moi, tous les deux, c'est le premier film que vous voyez de Walter Salles ? Complètement, moi je connaissais pas. D'accord, parce que moi, c'est un réalisateur dont j'ai vu 2 films auparavant, qui étaient donc Carnet de voyage sur l'histoire du Che avant qu'il devienne le Che, à l'époque où il était médecin, voilà, où il était Ernesto Guevara, et son adaptation atroce de Sur la route de Kerouac, qui pour le coup est genre une insulte au roman. Ça, c'est un peu c'est un peu une erreur de parcours, je pense. Voilà. C'est son errement américain. Laurent, donc toi, c'est le premier aussi long métrage que tu découvres de Walter Salles ? Moi, je pense exactement la même chose que Imen. Merci, au revoir. Non, en vrai, je suis 100% d'accord avec toi. J'aimerais qu'on le note quand même. On est sûr. Déjà, vous voyez jamais les mêmes films. C'est rare. Mais bizarrement, quand on les voit, on est souvent d'accord, sauf sur Hong Sang-soo. Mais ça arrive. On en parle tout à l'heure. Mais en effet, je suis complètement d'accord avec toi. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un très très gros problème dans la manière dont le film est fait. Et t'as pointé le truc sur lequel je suis 100% d'accord. C'est-à-dire que, en effet, les acteurs sont super, ils sont superbes. Toute cette famille, etc. Le truc est bien fait. Mais en fait, il se passe rien jusqu'au moment où il commence à se passer quelque chose, mais c'est déjà trop tard. Et on n'a plus assez de temps, en fait, pour essayer de développer tout ce qui est, en fait, le truc autour de cette histoire. 1h40 quand même, à partir du moment où il se passe quelque chose. Mais c'est lent, mais... C'est vrai que c'est long, mais c'est vrai que c'est long, mais en fait, tout ce qu'on aurait pu raconter sur ce film, c'est-à-dire en fait tout ce contexte, tout ce que c'est que la dictature, etc., ce qui aurait dû être fait, en fait, n'a pas été fait. Je pense qu'il y a différents problèmes, déjà principalement parce que c'est un film qui, à mon avis, est fait pour des gens qui connaissent déjà très très bien l'histoire. Ce qui est du coup très l'histoire brésilienne, ce qui n'est pas le cas de nous français. Rarement le cas de nous français. Alors il y a peut-être des gens qui le connaissent, mais enfin en tout cas c'était pas mon cas. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui sont culturelles, je pense, dans la manière dont on voit le film, même certaines références culturelles en fait qui sont montrées dans le film que moi j'avais pas, des types que je connaissais pas. Alors Gilberto Gil, ok peut-être, mais il y a d'autres musiciens dont on parle. Non. C'est pas si gênant, je trouve. Je trouve qu'il y a pas mal de choses comme ça en fait qui fait qu'on loupe un petit peu, à mon avis, une bonne partie de l'intérêt du film et son truc d'évocation d'une époque. Et je pense que au-delà de ça, en effet, toute cette fin, en fait, où on aurait aimé en savoir plus sur l'histoire de cette femme, son combat, comment est-ce qu'elle va faire pour ressortir la tête de l'eau et essayer de trouver la vérité sur son mari, etc. Et du coup, presque pas construit, presque pas raconté. Et donc en fait moi je trouve que tout ça et j'ai un peu l'impression d'un coup d'épée dans l'eau et d'un truc un peu raté dans son projet. Et en vrai c'est hyper dommage parce qu'il y a des trucs super intéressants dedans. Tu l'as dit, notamment on sent qu'il y a un vrai réalisateur, il y a quelqu'un qui a une idée de ce qu'il veut faire dans le cinéma et notamment la scène d'ouverture qui est super, mais il y a vraiment d'autres moments dans la manière dont en fait les pays totalitaires, les dictatures s'approprient la violence et traitent les gens qui est absolument glaçante parce qu'elle est pas too much. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de violence hyper sourde, hyper dure dans comment en fait la dictature traite tous ces gens et comment tout ça est finalement
gérés comme si c'était des numéros, comme si vraiment sans aucun intérêt, sans aucun autre objectif de conserver la moindre centimètre de pouvoir qu'ils ont. Il y a un truc qui je trouve bien réussi là-dessus. Pour moi, c'est la seule chose. Franchement, c'est dommage parce qu'il y avait un sujet, il y avait une matière et on passe à côté, quoi. Pour toi aussi, Yuri, on passe à côté. Oui, mais je vais comment dire, moi le film m'a intéressé sur plusieurs points. Après, je vais venir avec ma plus grosse limite, mais je suis pas tout à fait. En fait, je suis à la fois d'accord avec vous sur ce long début. Et en même temps, moi, je me suis quand même assez laissé embarquer dans ce truc très chronique, en effet. Je vais dire, ils étaient beaux, ça me suffisait. Oui, moi, ça a aidé. Hein. Mais je veux dire, le truc, en fait, de cette vie quotidienne au Brésil, d'une famille bourgeoise, très bien, qui très voilà. Une bourgeoise assez libérale quand même. Mais oui, mais voilà, il y a une bonne. On habite à la plage. Papa a été anciennement député. Enfin, il y a un truc très machin, très ouateux comme ça. Et je trouve que le film installe assez bien ce côté un peu anesthésiant de ce cadre-là. Il y a une jolie musique, il y a du soleil, on va manger des glaces. Et en fait, tout ça est un peu bizarre. Moi, on peut se faire enfermer, mais en même temps, c'est sympa. Et du coup, c'est vrai, il y a ça. Non, mais et du coup, en fait, c'est intéressant. Et du coup, en fait, il y a des choses. Tu vois des militaires qui passent en arrière-fond et cette protagoniste, pour elle, ça n'existe pas vraiment, c'est très abstrait, etc. Et ça devient extrêmement concret, de manière extrêmement absurde pour elle, très rapide. Et là, je trouve que, en effet, le film va peut-être pas assez loin, il n'est pas assez radical là-dessus. Et puis ensuite, en effet, des problèmes de structure. Mais moi, j'ai cru à la matérialité de cette maison, de ces albums. C'est pour ça que moi, je trouve pas ça si gênant, les références culturelles, parce que, en fait, je les entends, les chansons, donc ils m'en parlent, mais moi, je les écoute. Je pense que c'est j'ai des oreilles. Je pense que c'est un bon cinéaste, tu vois, honnêtement. Enfin, qui sait ce qu'il fait, quoi. Qui sait comment présenter cette vie-là. Ouais, et du coup, voilà. Mais moi, cette force d'évocation-là, je l'ai trouvée assez efficace parce que je me suis trouvé assez transporté en fait dans une époque et dans un pays que je ne connais absolument pas et que j'ai eu aucun mal à prendre pour crédible. De la même manière, la première scène où ils sont arrêtés pour une inspection un peu à la con dans un tunnel, elle est super, elle est angoissante au possible. J'étais comme ça sur mon siège, donc il y a quand même des moments très efficaces. En effet, après en fait à la fin des fins, finalement l'histoire de cette femme, c'est pas qu'elle est pas intéressante, mais t'es un peu là, ça n'est entre guillemets que ça. La résolution, elle est pas incroyablement émouvante. Enfin, tu sais à peu près où ça va assez vite. Et finalement, tout ça se termine quand même par un truc finalement, la famille, elle était quand même réunie et voilà. Et moi, c'est un film, à la fin, j'étais un peu gêné parce que la salle dans laquelle j'étais, c'était quand même globalement que des vieux et en fait, eux, ils étaient très émus, tu vois. Ils étaient, ah oui, vraiment, qu'est-ce que c'est émouvant, l'histoire de cette femme et de son combat. Et moi, j'étais, en fait, tu peux pas avoir vraiment de trucs contre ce film, moralement. T'es genre, en fait, cette femme, elle a eu un destin incroyable, elle a vécu des trucs de fou, donc qui suis-je là pour dire que le film sur sa vie n'est pas très intéressant ? Après, de fait, voilà, moi, ça aurait duré la moitié du temps. J'aurais peut-être préféré parce qu'il y aurait peut-être eu plus de chair, quoi. Mais voilà. Oui, c'est ça le problème pour moi, c'est qu'en fait, on saisit pas l'ampleur du destin qu'a eu cette femme. Et moi, j'ai l'impression d'avoir saisi dans les cartons finaux qui m'expliquent globalement quand même que cette femme, elle a quitté Rio, elle est devenue avocate à 48 ans et elle a mené un énorme combat pour le droit des autochtones. Ouais, ce qui est invisibilisé de ouf. Ouais, et en fait, tout ça... pas dans le film. Non, mais ça, en fait, 45 minutes on mange des glaces à la plage et ça, on nous le raconte en 12 minutes. Et du coup, il y a un truc de décalage entre ce qu'on veut nous dire, tout simplement, et la manière dont on va gérer la structure qui, pour moi, est le gros problème du film. Et ce que je tiens à préciser, c'est quand même que le film est quasiment en 3 parties in fine, parce qu'on a le début dans les années 70, ensuite des années 90 et ensuite 2014. Et ce qui fait qu'en fait, le film se perd parce qu'il devient complètement poussif et que moi, une fois qu'on arrive en 2014, j'avoue que j'ai lâché. Une fin un peu tire-larme, un peu. Mais complètement, qui ne fonctionne pas pour moi. Alors, est-ce qu'il faut conseiller le film et à qui ? Moi, je le conseillerais plutôt si vous aimez voir des mélos un peu historiques comme ça. Je pense que c'est fait pour les gens. Enfin, c'est plutôt fait pour, je pense, plutôt nos parents, tu vois. Plus. Moi, je pense que c'est un peu. Ou Laurent. Pour moi, donc vos grands-parents. Mais non, moi, je trouve que c'est un peu raté, en fait, globalement. Donc, c'est difficile de conseiller un film raté, même si dans le fond, ça reste regardable. Mais je pense que, à part pour finalement la chronique historique, le côté chronique historique derrière, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt. Moi, j'avoue que je le conseillerais à des gens qui veulent être chef-op et qui aiment l'image. Enfin, moi, ça a été vraiment un peu le seul point qui m'a tenu, c'est que c'est sublime. Enfin, vraiment, il y a un truc dans la gestion des matières, des costumes, des décors, de la lumière, où j'avoue que vers la fin, moi, je me rattachais que à la lumière qui rentrait par la fenêtre, quoi. Bon, bah écoutez, très bien. On recommence Je suis toujours là au futur et aspirant chef-op. On va maintenant parler de Mémoire d'un escargot, un film qui vous a pas non plus laissé indifférent. Dad used to say that childhood was like being drunk. Everyone remembers what you did, except you. I remember everything. Good one, Dad.
À la mort de leur père, les jumeaux Grace et Gilbert sont séparés. Grace est une collectionneuse d'escargots, passionnée de lecture. Elle atterrit à l'autre bout de l'Australie, dans lequel ça se passe par rapport à son frère, et elle ne peut plus parler avec lui que par lettres. Elle s'enfonce dans une sorte de dépression jusqu'à sa rencontre avec Pinky, une octogénaire excentrique qui va lui apprendre à aimer la vie et à sortir de sa coquille. Manon, dit comme ça, on dirait vraiment un film pour enfants. C'est Mémoires d'un escargot. Ouais, c'est pas du tout un film pour enfants. Vraiment, j'espère qu'il y a un avertissement ou je sais pas. Non, parce que... aucun. Félix, moi qui travaille dans un cinéma, j'ai recalé plein de paroles en leur disant vous êtes sûr que vous voulez parce vraiment... que le synopsis, c'est un dixième des horreurs. Et tu as perdu ton emploi. Non, les gens m'écoutent et du coup, je les ai envoyés voir Vaiana 2, ce qui est pas... Ce qui est déjà un carton. Franchement, je pense que tu as protégé beaucoup d'enfants d'un traumatisme. Ouais, de traumatisme et de séances de psy plus tard, parce que franchement, il est atroce ce film. Vraiment, le synopsis, c'est vraiment un tout petit bout des horreurs qui leur arrivent, mais il y a alors il y a le truc des orphelins harcelés qui se retrouvent dans des familles qui se font maltraiter par leur entourage. Ils se font maltraiter par leur entourage, ils vont se faire maltraiter par leur famille adoptive. Ça, on l'a pas mal vu dans la littérature jeunesse, dans les films jeunesse. Il y a les orphelins Baudelaire, il y a plein de trucs comme ça. Les Monique. Ouais, mais vient s'ajouter des trucs absolument atroces. Elle est née. Alors je vais peut-être en énumérer quelques-uns. Oui, s'il te plaît, parce que le ton. Mais elle naît avec un bec de lièvre. Sa mère, elle meurt en couche. Le père, il est tétraplégique et alcoolique et il meurt. Elle est envoyée. Et français. Elle est envoyée chez un couple qui aime surtout faire du naturisme mais pas vraiment s'occuper d'elle. Lui, il est chez des mormons qui vont essayer de le brûler parce qu'il est... C'est des chrétiens fondamentalistes tarés. Oui, une espèce de secte. Parce que les mormons sont pas du tout... brûler vif parce qu'il est homosexuel. C'est bien plus chelou que ça. Qui veulent le brûler parce qu'il a visiblement il embrasse le petit garçon de la famille, enfin qui a son âge, pardon, mais bref, voilà, ils le surprennent à avoir une relation homosexuelle. Elle se fait mettre le grappin dessus par un gars qui en fait est fétichiste de sa graisse, donc il l'engraisse et puis après il photographie tout ça, il met ça dans un album photo. Enfin, c'est mais une horreur absolue. Félix, je pense que tu devrais envoyer les enfants voir ça. Et je crois que tu décris genre mon pire cauchemar. Et franchement, quand tu sors de là, c'est un peu ça, tu comprends pas ce que t'as vu et je trouve que... Enfin, le film a des qualités, mais vraiment cet empilement, moi, ça m'a complètement coupé d'émotion. Faut dire qu'il y a une... Parce qu'on comprenne pourquoi on a envoyé des gens voir ça. C'est un film qui a une réception critique assez incroyable. Oui. Il a eu la récompense suprême à Annecy. Enfin, vraiment, il est vraiment qualifié de chef-d'œuvre à tout bout de champ. Et d'ailleurs, tu lui as trouvé des qualités. Oui, pour le coup, il y a vraiment des qualités. Alors déjà, l'animation en stop motion, elle est quand même vraiment extrêmement réussie. Il y a un sens du détail parce qu'elle est aussi dans tous ses troubles. Elle a un trouble compulsif de l'achat, de l'accumulation. Elle est aussi kleptomane et tout. Et du coup, Diogène. Voilà. Et du coup, ça fait qu'ils ont mis plein de détails dans l'animation parce que sa maison, elle regorge de trucs. Et ça, c'est vraiment assez admirable. Même, je trouve que la caractérisation aussi des personnages, elle est genre hyper... elle est très originale. Enfin, il y a plein de détails sur eux. Genre, par exemple, le mec avec qui elle se marie, qui a ce fétiche, il a aussi plein d'autres trucs, plein d'autres petites excentricités comme ça. Enfin, vraiment, il y a des tonnes de belles idées. Mais le fond est quand même vraiment, vraiment très, très difficile, quoi. Attends, mais juste, il y a un truc que je comprends pas. Là, c'est que des escargots ou c'est des humains? Non. C'est quoi un escargot tétraplégique? T'as pas bien écouté mon pitch. Non, mais justement, c'est parce que comme ça, je me suis dit juste où sont les escargots ici. Elle adore les escargots. Franchement, et du coup, il y a une métaphore avec l'idée de sortir de sa coquille. Je veux voir le film que t'avais en tête. Ça a l'air génial. Les escargots obèses, maintenant c'est ma vie. Laurent, toi, la stop motion t'a aussi convaincu, mais c'est à peu près tout. Oui, voilà. Globalement, je trouve que en effet, excellent travail d'animation. Hein. Le réalisateur est un excellent animateur. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Super belle stop motion. Un univers visuel que moi je trouve pas esthétiquement très beau, mais qui est hyper personnel et qui fonctionne de ouf. Tu l'as dit, beaucoup de foisonnement aussi, de détails, de trucs. On sent quand même que c'est un travail d'animateur très grande qualité, très haut de gamme. Malheureusement, ouais, tu l'as dit, le fond est très compliqué quand même. On a l'impression un peu d'une espèce d'exorciser un peu des trucs horribles qui lui seraient arrivés, ou des histoires hyper glauques. Au-delà de ça, en fait, je trouve qu'il y a un énorme problème de structure et de construction. C'est-à-dire que, en fait, le film est conçu un peu comme un biopic, alors ce n'est pas un personnage réel dont on parle, mais c'est quoique même si c'est probablement inspiré du réalisateur, enfin je pense. Le pauvre.
Mais je crois pas. Hein. En tout cas, j'espère pas. En tout cas, ça a l'air d'être très personnel parce qu'en fait, à la fin, le personnage principal devient réalisateur de stop motion lui-même. Enfin bref, donc tu vois. Bon, mais peu importe, j'en sais rien. Toujours est-il que cette histoire-là est construite comme une espèce de biopic un peu de la naissance jusqu'au moment où elle va s'en sortir un peu mieux. Et en fait, c'est même problème que les biopics, il n'y a pas de structure, c'est un peu chiant, en fait c'est super linéaire, on a une espèce d'accumulation comme ça, de petites péripéties, de petits faits qui amènent un peu à rien, et donc du coup en fait ça dure 1h30, mais on s'emmerde quand même assez sérieusement. 1h45 je crois. 1h35 je crois, mais c'est... Donc on s'emmerde. Allez, 1h43. Discuter sur la durée du film. Donc on s'emmerde quand même assez sérieusement, ce qui est du coup un peu dommage pour un film qui est censé quand même être un peu mieux que ça, parce que dans le fond, quand on sait à quel point c'est difficile de le faire de l'animation, quand on sait à quel point le stop motion c'est chiant, quand on sait que la quantité de travail qu'il y a à faire derrière, écrire un scénario, c'était probablement pas le plus difficile. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'ils ont, comme je disais, un travail de détail extrême sur plein de trucs, mais alors le scénario, il est d'une banalité. Enfin, en fait, elle raconte à sa vie, à énormément de voix off, énormément. Ouais, voilà, et c'est très... Enfin, elle est basique cette construction et un peu bateau, et ça je suis d'accord que c'est assez dommage. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Je sais plus. Je peux dire en tout cas que vous avez tous tort. Le film dure 1h34, mais 35 était plus proche que 45. Calmez-vous quand même. Mais ça fait qu'il y a quand même des longueurs parce que vraiment tu sens le poids du truc sur tes épaules comme ça au fur et à mesure. C'est un peu rude quand même. Après son univers, effectivement, je peux comprendre qu'il laisse un peu à l'écart parce qu'il est extrêmement sombre et enfin on peut pas dire moche, mais il y a quand même plein de choses très laide, mais je trouve qu'il y a aussi tout un côté assez burlesque et il y a des petites fantaisies, il y a un peu d'humour quand même là-dedans, ils arrivent à mettre un peu d'humour. Mais c'est toujours pareil, soit ça prend pas quoi. C'est un truc un peu esthétique, de goût esthétique. Moi j'ai plus de mal, mais il faut reconnaître la qualité du truc est très élevée quoi. Le travail et ils arrivent quand même à mettre, je trouve, quelques petites touches de lumière et de drôlerie. J'ai oublié aussi, elle fait la rencontre d'un SDF qui est un ancien magistrat qui a été radié parce qu'il s'est masturbé au tribunal. Voilà, ça fait partie des gens. Et elle est doublée par Grace, le personnage principal, est doublée par Sarah Snook, celle qui faisait Chivroy dans Succession. Voilà, complètement improbable qu'elle se retrouve à doubler ce personnage de... Mais cette comédienne a une carrière vraiment très très improbable. Ouais. Moi, je l'avais découvert dans Prédestination, un film quand même hautement improbable que je pense que je suis la seule à avoir vu. Ah ouais, j'ai jamais entendu parler. Où genre elle joue le même rôle que Ethan Hawke. Méditez ça. En tout cas, elle est bien, en doublage, elle est convaincante. Eh ben écoutez, on va recommander Mémoire d'un escargot à un public extrêmement averti. Au plus de 18 ans. Et voilà, ce n'est pas l'histoire d'un escargot. Roman. Ni même de plusieurs escargots. C'est tout de suite l'heure du focus de la semaine et on a un petit jingle pour ça. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça. Mais cette musique va me faire pleurer. On a évidemment l'actualité a un peu bouleversé nos projets de focus de cette semaine. Et donc, voilà, la disparition de David Lynch, à sa disparition, il nous a semblé absolument primordial de lui accorder un focus. Et Rita, peut-être pour commencer, tu voulais revenir sur l'homme derrière le cinéaste. Oui, c'est rare que j'ai envie de faire ça. Mais en l'occurrence, David Lynch, c'est peut-être un des cinéastes de sa génération, donc il est né en 1946, à être parmi ceux qui sont les plus adorés. Je pense que je l'approcherais d'un Scorsese, dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a jamais été déjà accusé de grand-chose, ce qui est miraculeux. C'est terrible que ce soit ça le barre. Non, mais quand même. La barre est au sol, la barre est en enfer. Mais qui est surtout au-delà de ça, et elle avait l'air d'être profondément un super humain, et qui a un peu déjoué l'idée qu'il faut être un artiste torturé pour réussir en tant qu'auteur. Et à faire des œuvres d'une glauquerie absolue. C'est ce que j'allais dire, parce que toutes ces œuvres sont glauques et elles sont porteuses d'idées sur l'American Dream et sur plein de choses sur lesquelles vous allez revenir, qui laisseraient entendre que la personne est soit au fond du trou, soit un peu bizarre, on va dire. Alors, je sais pas s'il était bizarre, mais c'est pas la question. Tout le monde a le droit d'être bizarre. Je pense qu'il était authentiquement chelou quand même. Oui, mais il était chelou dans le sens où tous les gens qui l'ont fréquenté avaient envie de continuer à le fréquenter. Oui, en fait, c'est une personne dont grande gentillesse. Ouais. Voilà, c'est une personne dont tous les collaborateurs sont revenus travailler avec lui et ont voulu continuer à travailler avec lui pendant toute sa vie, qui a mis la gentillesse au-dessus de toutes les autres valeurs dans le process de faire un film, et qui typiquement, j'ai par exemple vu un hommage de Licky Lee, qui est la personne qui fait la chanson
I Follow You. I Follow Rivers. I Follow Rivers, le titre. Pour, entre autres choses, qui est une DJ aussi, et elle a fait des stories hyper intéressantes où elle disait, parce qu'en fait elle a joué au club de David Lynch à Paris, le Silencio, et elle disait en fait c'est une personne qui, quand tu te prenais la tête, te disait c'est vraiment pas si compliqué que ça. Pas pour dire que l'art ne l'est pas, mais pour dire que les sentiments humains et le fait de rester humain pendant qu'on fait de l'art est primordial et qu'il faut d'abord mettre sa santé avant tout. Et je trouve que c'est... En fait, moi, c'est le genre de personne auquel j'ai envie de me raccrocher, je trouve, parce que c'est extrêmement sain comme vision de l'art et pour autant, il n'a pas mis en question ses velléités artistiques. Donc, effectivement, là, son décès... il y a quelques jours, a provoqué un enchaînement. D'ailleurs, c'était son anniversaire hier. Voilà, Eldorado a fait son hommage le jour de son anniversaire. Et tous les hommages, on a l'impression que toutes ces personnes, non seulement connaissaient très bien David Lynch, mais ont appris à se connaître. Et c'est unanime. Par son regard. C'est ça qui est unanime, ça qui est très fort, ouais. Tous les hommages que j'ai lus, en fait, m'ont donné envie de voir les films. Puis je me suis souvenu de ma séance unique de Mulholland Drive et j'étais là, mais en fait, non, Rita, tu vas... En fait, la chose que je préfère chez David Lynch, c'est Weather Report, donc c'est update météo qu'il faisait sur sa chaîne YouTube pendant le Covid, qui dure 45 secondes chacun. Et en fait, là, je suis en mode, oui, ça, c'est le cinéma qui m'intéresse. Les films de David Lynch, je vous en parlerai mieux que moi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est une personne qui était extrêmement respectée par tous les gens qui l'ont rencontré, qui était extrêmement aimée par tous les gens qui l'ont rencontré. Et ce qui est extrêmement triste, c'est que donc il est décédé d'un cancer très violent lié au fait d'avoir fumé, des poumons et de la corde. Emphysème. Voilà. Qui a été empiré du fait des feux à Los Angeles, qui en fait il a fait partie des gens qui ont été évacués et il s'est pris beaucoup trop de fumée et ça c'était le truc de trop. Ce qui est personnellement c'est-à-dire que je crois qu'il pouvait plus vraiment marcher tout seul sans bouteille d'oxygène. Ça l'a épuisé. De fait, Et donc en fait savoir ça. Sachant ce début d'année, c'est d'un badant exceptionnel et j'aimerais juste finir sur un des hommages de Natasha Lyonne, qui est une personne que j'aime énormément, une actrice notamment de But I'm a Cheerleader, exceptionnel film de Jamie Babbitt, qui a tweeté je pense qu'à ce stade, on peut dire qu'on est dans un monde post-lynchien. 100% vrai, sur tous les aspects, cinéma, politique, tout ce que vous voulez. Et alors justement, avant de revenir sur ce que c'est le lynchien, le style lynchien, je pense que Yuri, tu voulais ajouter 2-3 éléments de biographie. Ouais, parce que c'est assez intéressant En fait, sa mort est un tel retentissement parce que c'est une anomalie complète, ce type, et qu'il y a mais en fait, il y a une espèce de... Il est inclassable, même humainement, comme tu l'as dit, Rita, mais aussi, en fait, il a commencé en étant étudiant en art à Philadelphie. Il a vécu là-bas pendant plusieurs années avant de déménager à Los Angeles. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours une approche plasticienne, en fait, du cinéma. Enfin, il a commencé par ça. Il a commencé par bricoler dans le American Film Institute nouvellement créé. Il a reçu une bourse. On lui a filé 5000 balles pour faire des courts-métrages hyper bizarres. Mais il y avait un truc, c'était un peu le fou du bus, tu vois, un peu le mec qui était dans un grenier, qui fabriquait des films hyper expérimentaux tout en ayant des jobs alimentaires à côté, comme distribuer des journaux, et qui en fait va émerger dans les années 80 avec son premier film Eraserhead, qui est un film qu'il va fait pour 3 francs 6 sous et qui va connaître un énorme succès dans le circuit underground de films chelous, et il va ensuite connaître le succès public et critique avec Elephant Man, produit par Mel Brooks, qui est comme toujours la plus grosse absurdité, qui lui a dit quand il a vu Eraserhead: You are crazy, I love you, you're in. Et ce qui est quand même en français, tu es fou, je t'adore, tu fais le film, quoi. Et ce que moi je trouve assez chouette. Il s'est ensuite vautré dans le système hollywoodien avec Dune, et c'est là dont je vais en revenir, c'est que en fait à partir de ce moment-là, il y a une vraie rupture chez Lynch, qui a quand même réussi à vendre des séries à des networks majeurs américains en leur proposant 22 épisodes d'une série que personne n'a encore compris jusqu'à ce jour, à savoir Twin Peaks. Il a réussi à faire des films avec des stars, avec Kyle MacLachlan, avec Laura Dern, avec Naomi Watts, et tout en restant profondément atypique, profondément expérimental. Et ça, c'est quand même, je pense, enfin voilà, c'est pour ça que, en tout cas, dans sa carrière, dans cette vie qui est que j'ai résumé beaucoup trop rapidement, mais en tout cas, qui est une anomalie dans l'histoire du cinéma hollywoodien et mondial en particulier. Enfin bref, en général. Enfin bref, français, quoi. Mais c'est vrai que le turning point après Dune, c'est aussi... Donc je suis la seule qui doit traduire ces anglicismes. Le point de bascule. Le point de bascule. C'est vrai. Non mais t'as raison, je suis plus assez vigilante là-dessus. La police de... Je suis de retour. C'est que, en fait, Lynch existe en partie parce que l'Europe, parce qu'en fait, on a été les seuls à soutenir son travail. C'est-à-dire que tu dis que c'est une anomalie dans le système hollywoodien. En fait, le système hollywoodien a très très peu produit Lynch.
c'est essentiellement sauf pour la télé, sauf évidemment effectivement pour la télé, mais que ça soit Blue Velvet du coup qui arrive en 86, donc après Dune, Sailor et Lula, Twin Peaks, pardon, pas Twin Peaks, mais le film Twin Peaks, ouais. Voilà, Firewall With Me, ou même Lost Highway, Une histoire vraie, Mulholland Drive et donc Inland Empire en 2006, histoire d'avoir quand même un petit peu toute la filmo. Tous ces films-là ont été produits entre autres d'ailleurs par Canal, je crois que c'est Sard qui est derrière, je crois les 3 derniers si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est vrai que c'est un réalisateur qui existe grâce à ça, et c'est pour ça que il a pu avoir cette aura dans le cinéma américain, et effectivement après en inspirer plein d'autres. C'est pas que des films, il a aussi fait une vingtaine, un peu plus de 25 courts-métrages, je crois, 7 séries télé, mais donc la plus connue, et donc dont certaines en animation, parce que c'est aussi, donc comme tu l'as dit, un grand plasticien, la plus connue restant effectivement Twin Peaks. Il est acteur aussi, Lynch. Il joue du coup Gordon Cole dans Twin Peaks, qui est un agent du FBI sourd qui fait des rêves de Monica Bellucci, tout ça extraordinaire. Et oui, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Et surtout, il a prêté par moments des voix dans certains films, il fait des caméos. Je pense que son rôle le plus touchant, hormis son dernier, et j'y reviendrai, c'est dans un film qui s'appelle Lucky de John Carroll Lynch, qui est également le dernier film d'Harry Dean Stanton, dans lequel il joue. John Carroll Lynch, pour rappel, c'est Zodiac, enfin c'est en tout cas le présumé coupable de Zodiac de David Fincher, cette espèce de grand acteur qui est vraiment terrifiant, et qui a fait un tout petit film justement hyper touchant sur la vieillesse, etc. Donc je vous encourage vraiment à aller voir ce film là, parce que maintenant qu'il est mort, je pense que son personnage, il y a une dimension qui est encore plus forte là-dedans, et surtout il est connu pour son rôle de John Ford dans le dernier film. C'était ça dont je voulais parler, mais je voulais Steven pas. Spielberg, dans The Fablesman, et vraiment la boucle est bouclée, parce que John Ford a défini la grammaire cinématographique d'une certaine période du cinéma américain, et Lynch, justement de par sa manière de se réapproprier l'avant-garde, l'a fait aussi dans le cinéma contemporain. Donc c'est extrêmement fort, extrêmement beau que ça finisse là-dessus. Il a aussi fait des clips pour Nine Inch Nails, parce qu'il a beaucoup travaillé notamment avec Trent Reznor, qui du coup un des membres de Nine Inch Nails, et qui fait aussi pas mal de BO de films, dont Challengers notamment récemment, ou des clips pour Moby par exemple. Et la musique de manière générale fait vraiment partie de ces films. Il y a Sting qui a évidemment joué dans Dune, il y a Marilyn Manson dans Lost Highway, il y a Bowie dans le film Twin Peaks, et même je crois dans la saison 3 si je dis pas de bêtises, oui parce qu'il n'était pas mort, avant sa mort, et Badalamenti qui est du coup son compositeur un peu phare, avec qui d'ailleurs il a composé des morceaux, parce que c'est aussi un musicien, 3 albums, qui fait je crois un petit caméo dans Mulholland Drive. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur sa vie, moi je vous encourage de regarder un documentaire qui s'appelle David Lynch, The Art Life, qui est vraiment super, et qui en fait retrace vachement sa philosophie de création, et qui va du coup délaisser un petit peu ses films pour un peu plus axer sur son travail de plasticien, et donc du coup de peintre, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais David Lynch c'est surtout un peintre qui est beaucoup inspiré de est-ce que c'est là que tu veux faire ta petite non vas-y non de Hooper, c'est pour ça que je voulais pas te devancer. Non mais je vais le dire, oui. T'as gâché sa punchline là. Et je vous invite évidemment à regarder un peu sur internet son travail pictural qui est juste extraordinaire. Je trouve qu'il a un style vraiment à lui, et il mélange beaucoup de lithographie aussi, donc de espèce de, avec, il travaille beaucoup le noir, la noirceur, une espèce de couleur extrêmement sombre. Ouais, des personnages qui sont extrêmement torturés. Il écrit par moments des choses très cryptiques sur ses tableaux. Mais qui est toujours très ludique. C'est ça qui est très marrant, je trouve, même dans ses tableaux, enfin ceux qu'on a pu voir en tout cas. Non, bien sûr. Et surtout, et je pense on va le retenir pour ça, et t'en as un petit peu parlé, Rita, c'est surtout un grand youtubeur, David Lynch, qui fait des bulletins météo, mais surtout qui a sorti à une époque, je sais pas trop ce qui s'est passé, une série de vidéos qui s'appelait Le Chiffre du Jour, où il tirait dans son chapeau un chiffre pour le donner aux téléspectateurs. Voilà, c'est absolument extraordinaire. La meilleure personne. Je pense que voilà, c'est sa plus grande œuvre probablement. Et Yuri, je me tourne vers toi, puisque je crois que Félix t'a tendu une petite perche. Bah oui, c'est parce qu'on parle du style de David, enfin on parle de sa manière de fabriquer des œuvres d'art, mais on parle aussi du style lynchien, c'est un peu ce qui revient tout le temps. Alors qu'est-ce que c'est? Comment le définir? Vaste programme. Mais Roman va tenter. Mais pour moi, en tout cas, il y a un vrai... en tout cas, ce qui pour moi le définit vraiment, cette espèce de banalité, d'ordinaire, avec une espèce de poncif du cinéma américain qu'on va venir juste un tout petit peu décaler, les regarder de manière un peu plus bizarre, et en fait en faire ressortir une espèce de glauquerie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout un cinéaste graphique, c'est pas un cinéaste qui va faire des gens... Bon, il y a le monstre dans Mulholland Drive, mais en fait, il y a assez peu de trucs gore dans son cinéma. C'est assez abstrait, ouais. C'est assez abstrait, et c'est juste un sentiment. Et en tout cas, moi, c'est
c'est la manière dont je l'ai résumé sur la conversation groupée de l'émission, si vous voulez tout savoir, c'est que c'est comme si sous les peintures de Edward Hopper, il y avait les peintures de Jackson Pollock en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc où c'est hyper lisse, hyper chromé, très Americana vintage, et on gratte un peu, et en dessous c'est genre voilà. Et c'est littéralement le plan d'introduction de Blue Velvet d'ailleurs. Exactement. Par ailleurs. Mais je pense que et je pense et j'allais dire une très bonne définition aussi, mais qu'on avait donné dans la conversation, c'est le personnage principal de Twin Peaks, qui est ce personnage de policier le plus typique de tous les cop shows, séries policières, je traduirai possible américaine, FBI classique, etc. Et en réalité, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, on va le décaler, on va le mettre dans un univers qui va un petit peu vriller. Roman, comment on pourrait définir le style de Lynch? Vaste programme. J'ai envie de dire par sa coupe de cheveux, parce que vous en avez pas parlé, que vraiment quelle coupe de cheveux, bref, capillairement. Jusqu'au bout. Ouais, juste, bien sûr, Fleabag avait raison. Et puis effectivement, juste, il d'être ça, quoi. Peut-être Almodovar à côté, il essaye un petit peu de relever le niveau, mais c'est vrai que voilà, fallait quand même mentionner sa coupe de cheveux. Mais peut-être qu'on peut pas définir son cinéma par ça, donc je dirais quand même que moi, je pense qu'il y a quand même un truc qui revient, qui est énormément dit pour parler de son style, c'est le côté rêve, pour parler un peu d'onirisme, mais plus d'illusion, presque un peu côté Méliès, et où il revient vraiment un peu à l'essence du cinéma. Et ça, c'est assez génial, parce qu'il joue tout le temps avec cette idée de simulacre, où tu sais jamais si t'es dans une réalité parallèle, si t'es dans la réalité des personnages. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu présent dans tous ces films quand même, cette espèce de moment de bascule où tu sais pas trop dans quel film en fait tu te situes. Mais c'est un moment comme dans un rêve, tu te dis mais attends, c'est vrai ou est-ce que je suis en train de rêver? En fait, les rêves lucides, et c'est un des rares à avoir pu transmettre ça à l'image de manière aussi parlante, crédible. Après, t'en as parlé un petit peu, Yuri, il y a quand même cette idée d'horreur et d'étrange. C'est quelqu'un qui a toujours mélangé plusieurs genres à la fois, et même des tonalités différentes, parce qu'on a tout le temps un peu de comédie, d'absurdité, à la fois avec du polar, du film noir, et effectivement il y a un goût quand même pour le glauque, pour le cynique, et c'est ce qu'on disait, mais effectivement cette scène d'ouverture de Blue Velvet, pour rentrer un peu plus dans les détails, est très parlante, puisque c'est une scène où on va commencer par montrer l'aspect très lisse dont tu parlais, Yuri, le rêve américain. On va montrer une pelouse très très verte, avec des voisins qui ont l'air absolument charmants, et puis tout d'un coup la caméra nous emmène un petit peu vers la terre, un petit peu en dessous en fait, pour nous montrer le côté plus crado, les insectes, le fourmillement qu'il y a en dessous, et c'est vraiment cette espèce de concept qui peut-être définit aussi encore son style, c'est le côté désillusion. Et cette idée de la désillusion, moi je trouve que c'est quelque chose qui fait énormément partie de ces thématiques principales, puisque il est toujours question d'une manière ou d'une autre, et tu le disais de manière super, je trouve pertinente, Yuri, en disant que c'était abstrait. Il y a toujours une question de violence quelque part, et d'un rêve américain hyper dysfonctionnel, et c'est ça qui vient un peu démontrer. Et jamais de manière graphique, en effet, c'est vraiment de l'ordre de la sensation et du sensoriel, mais il y a quand même cette idée, par exemple, de l'humiliation dans Elephant Man, où on va parler de la cruauté humaine, de la violence psychologique, et notamment il a énormément travaillé sur la violence qui est faite aux femmes dans beaucoup de ses films. On parle à la fois d'agression sexuelle, mais à la fois de violence psychologique, de femmes qui ont une forme de folie qui en fait a été complètement causée par le patriarcat ou par des torts, et ça c'est quelque chose qui est hyper important. Après, on l'a dit, effectivement, la musique, c'est vraiment partie intégrante aussi des films de Lynch. Dans tous ces films, il y a des séquences musicales qui vraiment prennent le temps de s'étendre. C'est jamais un truc où on va filmer un petit bout de chanson, on filme tout, on filme la performance, le spectacle, c'est quelque chose qui est très important aussi. Donc voilà. Et après, c'est intéressant parce que moi, je suis quelqu'un qui, personnellement, n'aime pas du tout les films de Lynch. En fait, j'ai du mal, justement, avec cette idée de cynique et du glauque. Je pense beaucoup plus pour ces thématiques, mais aussi peut-être parce que souvent, j'ai l'impression que c'est gratuit à plein de moments, et tellement c'est sensoriel, je pense que ça me dérange à un stade assez élevé. Je préférerais presque que ce soit graphique, mais c'est quand même un mec que j'admire énormément pour en fait la liberté qu'il représente dans le cinéma, et puis pour ce qu'il arrive à faire. Je pense que si ça me dérange autant, c'est aussi parce qu'il arrive à très bien faire son travail en fait. Et oui, parce que j'ai effectivement toutes les deux, vous êtes un petit peu hermétiques au cinéma de Lynch. En revanche, je pense que Yuri, Félix ou moi ou d'autres personnes, on est vraiment, enfin, on est très clients de ce cinéma. Oui, moi, il y a des choses que j'aime pas, mais dans l'ensemble, c'est quand même un cinéaste qui fait partie des cinéastes que. Moi, c'est des films. Il y a des films que j'ai pas envie de revoir du tout, mais c'est juste qu'ils m'ont fait un truc quand je les ai vus, qui m'ont un peu fait fondre le cerveau. Mais il y a certains films que j'ai envie de revoir, d'autres pas. Moi, c'est le cinéma dont je me rapproche quand j'ai envie de faire un film d'horreur. Donc, t'as dit ça d'Almodovar la semaine dernière? Non, pas Almodovar.
T'as pas dit que c'était... Si, t'as dit que Almodovar, c'était quand tu parlais de Volver et de la violence, etc., c'était c'était ce qui s'approchait le plus pour toi d'un film. J'ai abusé de ouf. Mais... c'est la coupe de cheveux, encore Non, franchement, j'ai abusé de ouf. Mais pour le coup, David Lynch, je pense pas être hermétique. Au contraire, je pense que ça me touche trop. Et la séance de Mulholland Drive, d'ailleurs, j'étais avec Valentin qui n'est pas là aujourd'hui, quand je l'ai vu pour la première fois, et c'était la veille de Noël, j'ai cru que j'allais mourir. Enfin, c'est un vrai truc d'angoisse, on est sorti de là et... Enfin, c'est intense. C'est le genre de film dont on se souvient du contexte dans lequel on l'a vu. Moi, je l'ai vu sur un ordinateur dans ma chambre, un soir où personne de ma famille n'avait voulu le voir avec moi et j'étais, je sais pas, ado ou voilà. Et vraiment, je me dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Moi, j'ai vu Blue Velvet sur... pardon. Toi, je sais pas. Je crois que c'est la pire séance de cinéma de ma vie. Blue Velvet, ça m'a mis dans un état. Je l'ai vu à la Filmothèque du Quartier Latin, là, comme toutes les semaines, ils rediffusent des films de Lynch, j'ai l'impression. Mais vraiment, ça m'a mis dans un état, mais presque j'étais en colère, quoi. J'ai détesté ce film viscéralement, mais je peux même pas l'expliquer pourquoi. C'est très bizarre. Moi aussi, c'était à la Filmothèque, pareil. C'est vrai que je l'ai vu, moi, sur un bateau avec ma mère. À la fin, on avait vraiment pire contexte. On avait la nausée. À la fin, je savais plus si c'était le film, si c'était le bateau. C'était too much. Pour le coup, Mulholland Drive, c'est un film comme ça où, en fait, quand je l'ai vu la première fois, j'avais, je sais pas, 15-16 ans. Et je l'ai vu chez moi. Mes parents étaient pas là. Il y avait le Projo. Il y avait Mulholland Drive, je sais pas quoi, j'ai commencé à regarder ça et c'est une des premières fois où je me suis dit mais en fait tu peux faire ça avec un film. J'étais en train de ressentir des trucs, je ne savais pas exactement quoi. Ça allait réveiller des trucs un peu inconscients, un peu bizarres, de malaise, de fantasmes, d'horreur, d'angoisse et tout ça un peu en même temps. Et je me suis dit mais en fait tu peux faire ça tout en montrant un truc il y a rien quoi à l'écran, c'est vraiment juste une histoire qui se déroule devant toi et puis le moment où ils vont au silencio, où le truc bascule vraiment dans un truc complètement bizarre et en fait on se rend compte qu'il y a un peu autre chose derrière cette histoire. Moi je me souviens d'avoir en fait vécu un truc de manière extrêmement forte, juste de manière sensorielle et qui venait pas toucher à ma réflexion. Et c'est ça que je trouvais fou, c'est qu'en même temps je comprenais ce que je voyais, il n'y a pas de problème d'incompréhension, et en même temps je ne comprenais pas ce qui m'arrivait physiquement, quoi. Il y avait un vrai truc que ça débloque quand même des choses, il arrive à toucher quelque chose de magique en fait. C'est-à-dire que en fait je trouve qu'il est très intéressant dans sa espèce de philosophie de réalisation, et il est un peu seul là-dedans, c'est-à-dire qu'il a repris les espèces de philosophies d'avant-garde justement de cinéma très expérimentaux, chelou, plasticien machin, mais il réussit toujours à créer tu parlais de simulacre, de microcosme en fait, dans lequel ça se tient. Ça se tient. C'est-à-dire qu'en fait, ça se tient pas forcément en termes de sens, parce que je pense que ces films sont pas forcément faits pour être compris stricto sensu comme on approche des films. Ça dépend des films. Oui, mais surtout, je trouve que c'est assez vain. J'ai vu, pardon, mini parenthèse, mais que le Gorafi a fait une blague en disant 20 ans après, il comprend le sens d'une scène de David Lynch. C'est très drôle, mais en fait, effectivement, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas des films complètement. L'intérêt, c'est pas de les décoder, quoi. C'est cohérent en termes d'émotion. C'est-à-dire que le sens est sensitif. Mais il y a une de ces citations qui est reprise partout, mais qui est assez drôle, où il dit en fait, je vois pas pourquoi les gens attendent d'une œuvre d'art qu'elle dise quelque chose alors que leur vie ne rime à rien, que ça ne les dérange pas. Mais je pense que c'est... Fou. C'est pour ça que c'est un artiste qui est autant aimé, même si on n'adore pas ses films. Ouais. C'est parce qu'on est autorisé à pas capter les films et à dire quand même qu'ils sont bien et d'avoir un avis et tout. Et ça, je pense qu'il y en a assez peu qui arrivent à faire ça. Et ça permet à plein de gens il t'emmène quand même dans son truc et il t'autorise à dire en fait tu comprends rien mais c'est ok, personne. Ouais, voilà. Et je pense que c'est un sentiment cool pour plein de gens, ça. Ouais. Et que je pense qu'il y a un peu cette idée de encore une fois cette philosophie qui est un peu en train de mourir aujourd'hui, que c'était un des derniers représentants en fait aussi de cette espèce d'abstraction et de se laisser porter dans un film. Et dans un monde où en plus Los Angeles brûle, où en fait aux États-Unis t'as que des executive producers qui sont en gros des gens qui ont fait des écoles de commerce en costume cravate qui doivent expliquer aux artistes quoi faire, ou alors en France t'as des institutions qui t'expliquent qu'il faut vraiment que ça parle littéralement de la société, etc. En fait, d'avoir ce gars qui représentait cet espace de création justement qui est purement formel et sensoriel, qui meurt, je pense que ça fait un peu un espèce d'écho dans le cinéma, et que même les gens effectivement qui sont pas forcément sensibles à ces films-là, c'est une idée du cinéma qui disparaît entre guillemets. Bon. Et on parle du cinéma, mais effectivement des séries aussi. Enfin, je veux dire, Twin Peaks, il y a un avant, un après. Enfin, ça reste. Enfin, je dis un avant, un après. Enfin, ça reste quand même relativement unique comme objet. C'est un des premiers. Même si en fait, non mais. L'objet en tant que tel, après, ça a énormément fusé dans des tas de choses. D'ailleurs, Félix, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque part des héritiers
de Lynch. Oui, parce que là on dresse un portrait très négatif en mode le cinéma, enfin cette espèce d'idée du cinéma disparaît. En fait non, il a quand même évidemment influencé énormément de gens. J'ai essayé de prendre, on va dire, les 20 dernières années, un peu films, séries confondus, les œuvres qui je trouve gardent cette espèce de part un peu de mystère. On peut citer Under the Skin de Jonathan Glazer, complètement. Qui effectivement se rapproche quand même un peu plus de Kubrick, mais Lynch est un grand fan de Kubrick, et d'ailleurs le film préféré de Kubrick c'est Eraserhead, comme quoi la boucle est bouclée, mais qui du coup effectivement dans ses formes d'abstraction se rapproche quand même vachement de certains tableaux de Lynch, littéraux et en même temps visuels, de films, je vais y arriver, de plans de cinéma. Putain. C'est pas Félix. Ouais. Un autre film qui commence par Under, c'est Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, qui est un peu... Qu'est-ce qui se passe, Feta ? Autre crise d'angoisse. Ah. Enfin, j'ai oublié ce film, tu viens de débloquer un souvenir. Trigger. Qui est en fait un peu le penchant pop culture geek de Mulholland Drive, qui est un chef-d'œuvre aussi, regardez-le. Récemment, film pseudo un peu français et un peu espagnol, c'est Pacifiction. Je trouve que la fin de Pacifiction, Albert Serra, il y a un moment quand même où on a l'impression d'être dans un film de David Lynch. Et sinon, alors c'est pas du tout pour vous renvoyer sur ma carte blanche de l'analogue horror, mais des réalisateurs comme Kyle Edward Ball ou Jane Chambron, quand ils font Skinamarink et ISO de Tivilo, évidemment, et de toute façon de manière générale, tout ce qui est horreur analogique et beaucoup de mouvance de l'horreur, c'est très inspiré de David Lynch et notamment de son Inland Empire, dernier film. Et surtout en série, il y a une série dont on va bientôt parler à mon avis, c'est Severance. Alors même si évidemment dans l'esthétique on est très loin des films de David Lynch, je trouve qu'il y a quand même dans cette espèce de volonté de créer un mystère qu'on n'explique pas forcément. Alors après à voir, je pense qu'à mon avis ils vont beaucoup plus l'expliquer que Twin Peaks, mais pour l'instant il y a des ressemblances je trouve encore une fois dans la philosophie de création. Moi j'ai rattrapé une série qu'on m'a beaucoup conseillée, alors j'ai pas du tout fini, qui s'appelle Las Messias, et pareil je trouve qu'il y a, et Imen je crois qu'il a beaucoup aimé, je trouve qu'il y a énormément de points communs pareil avec les œuvres de Lynch. Et sinon je pense que la série qui est la plus lynchienne que j'ai vue l'année dernière, c'est The Curse, et notamment dans son épisode final évidemment. Et j'aimerais juste conclure sur des jeux vidéo, parce que je sais que les jeux vidéo aussi... Juste en série, pardon, il y a une série que t'as pas je trouve ça étonnant, mais Friends. Non, j'allais dire Riverdale. Pour moi, ça n'est pas du tout au même niveau que Twin Peaks, mais il y a vraiment, c'est un espèce de décalque de Twin Peaks qui aurait pris encore ça devient intense. Et ça devient complètement. Enfin, honnêtement, les deux séries, pardon, c'est vraiment la petite sœur dégénérée de Twin Peaks. Je viens de taper Yuri en parlant, sans faire exprès. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Mais pour en revenir aux jeux vidéo. Bon, c'est du détail. On fera un focus Riverdale un jour. Pour décortiquer on fera peut-être un hors-série. Les gars, le nombre de focus qu'on annonce chaque semaine, on en a pour genre 16 ans. L'émission, elle est partie pour 30 ans. Je pense que Félix, il tombe dans les pommes s'il regarde Riverdale. On a déjà un petit peu expliqué, ça a l'air d'être vraiment extraordinaire. Mais bref, tout ça pour dire que les séries de jeux vidéo comme Alan Wake ou Silent Hill, qui sont un peu connues, évidemment, s'inspirent de là. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a inspiré tout médium et tout. Et la mode aussi, apparemment. Et la mode, même l'architecture. Enfin, on en a pas forcément parlé. La maison. Il a designé aussi beaucoup d'espaces. Vite fait, le Silencio à Paris, mais il s'est occupé vraiment de plein de choses. Il un touche à tout. Il est juste un couteau-nave, donc c'est un artiste finalement. Et puisqu'il inspire tout le monde, est-ce que je peux demander à Laurent d'être inspiré par Lynch et de se faire la même coupe de cheveux? Il s'approche du micro. C'est plus cher, mais c'est possible. Il faudrait que cette émission arrête d'être bénévole. Nous, on te paye, c'est ça le. Mais Laurent est le sugar daddy de l'émission. C'est vrai. Quel est le film de Lynch ou la série du coup que vous conseilleriez à nos auditeurs pour des yeux de Merlan Free. En fait, ça dépend la question. Comme porte d'entrée, comme le meilleur. Le vote préféré. Enfin voilà, moi je vais faire plusieurs réponses. Mon film préféré de Lynch que j'ai vu, c'est Mulholland Drive. Évidemment, je conseille Twin Peaks comme vous voulez. Enfin, c'est quand vous voulez. C'est très facile à regarder en fait. Twin Peaks, c'est pas du tout un truc intello, chelou, bizarre, chiant. C'est très étrange, mais c'est très très facilement regardable. Et comme porte d'entrée, moi c'est un film que j'ai découvert du coup il y a quelques jours, suite au décès de Lynch. Canal a remis pas mal de films. En télévision aussi. Sur leur plateforme, et ils ont notamment mis Une histoire vraie, qui est un film acheté par Disney, figurez-vous. Donc c'est un film
hyper classique sur un ancien vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui va rendre visite à son frère qui habite à l'autre bout des États-Unis et qui du coup va y aller en petit tracteur, comment on appelle ça, en tondeuse à gazon, en tracteur tondeuse à gazon. Et du coup, c'est un film qui à la fois est très lynchéen dans son imagerie, dans sa manière de jouer, dans ce machin, mais en même temps, c'est un mélo assez classique, un peu plus hollywoodien. Donc si vous voulez un peu voir du Lynch sans vous dire « oulala, je vais rien comprendre », dans Une histoire vraie, on comprend tout. C'est une histoire vraie, littéralement. Et c'est très très émouvant et très très beau. Donc voilà. Romane moi, ça va être facile parce que j'en aime quasiment... Enfin, très très peu, donc voilà. Je pense que le seul que j'aime bien, en tout cas vraiment qui m'a fasciné aussi quand je l'ai vu, c'est Mulholland Drive. Et je pense que comme port d'entrée, franchement, c'est bien aussi. Ouais. C'est bien aussi parce que notamment, même si c'est glauque et bizarre, moi je me suis rattachée aussi à l'histoire d'amour, aux scènes musicales et puis au côté vraiment abstrait du film. Donc ça, je pense que ça peut fonctionner même sur quelqu'un qui est pas forcément, qui aime pas forcément être dérangé au cinéma, quoi. Mais j'allais dire dans les Enfin, moi personnellement, c'est un de ceux que j'aime le moins, mais qui peut-être est un des plus faciles à regarder pour quelqu'un qui serait pas voilà. C'est Sailor et Lula quand même, qui est un de ses. Mais moi, c'est un de ceux que j'aime le moins, mais je sais que c'est un film qui plaît à des gens qui sont pas forcément friands. En fait, ça dépend de ton âge en fait. Je pense que Sailor et Lula à 15 ans c'est trop bien, plus tard un peu moins quoi. Puis c'est pas forcément le film qui représente le mieux, je trouve, l'univers visuel de Lynch. Je pensais à un truc. Il y a Elephant Man aussi un peu dans le côté plus classique. Mais bon, à titre personnel, je dirais Twin Peaks ou Mulholland Drive comme vous. Mais Félix. Alors moi j'ai pas vu Lost Highway et ça a l'air fou furieux, donc je répondrai à cette question quand j'aurai vu. Non, je crois que je préfère, enfin les films qui m'ont le plus impacté restent son premier et son dernier, à savoir Eraserhead et Inland Empire, qui sont des films imparfaits mais où je trouve qu'il y a des visions de sidération absolue qui m'ont vraiment hanté, et notamment je trouve qu'il y a un moment absolument poétique dans Eraserhead où il y a une espèce de fille qui sort d'un radiateur et qui est un peu difforme et qui se met à chanter une chanson qui s'appelle In Heaven que j'écoute par moments seul la nuit. Et vraiment, non mais c'est un moment qui m'a absolument bouleversé. Donc je vous encourage à aller voir ces films-là, même s'ils sont quand même un peu plus durs à regarder, un peu abrupts. Et mais en général, évidemment, on vous encourage à découvrir le cinéma de David Lynch. Vous l'avez compris, ça met pas forcément tout le monde d'accord, ces films. En revanche, l'artiste met tout le monde d'accord. Et c'est si rare. Et de toute façon, enfin, je veux dire, même si vous n'êtes pas, vous rendez compte en regardant les films que vous n'êtes pas extrêmement client de son cinéma, c'est de toute façon quand même vraiment un cinéma à découvrir et à connaître parce que c'est un auteur très important du cinéma américain. Le troisième et dernier film dont on vous parle ce soir avant les recos de la perche, c'est Jane Austen a gâché ma vie, premier long métrage de Laura Piani. That's Sense and Sensibility. Okay, thank you. My favorite. T'as un bouquin de Jane Austen à conscient en toutes circonstances. Et toi, tu serais qui? Anne Elliot. Alors, le pitch de Jane Austen a gâché ma vie, c'est l'histoire de Agathe. Agathe qui est célibataire mais qui a envie d'une histoire d'amour digne des romans de Jane Austen, qui est libraire mais qui a envie d'être une écrivain comme Jane Austen et qui a évidemment une sexualité plus débordante que sa sexualité qui, elle, n'est pas très débordante. En gros, sa vie n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que lui promet ce type de littérature, mais peut-être que ça va changer à partir du moment où elle est invitée à une résidence d'auteur en Angleterre. Elle va devoir affronter ses peurs, ses doutes, etc. Peut-être tomber amoureuse et devenir la romancière qu'elle rêve d'être, Romane. Oui, plus ou moins. En tout cas, c'est effectivement donc une comédie romantique. Moi, je trouve que Jane Austen est finalement peu présente dans ce film et que tout ce que tu décris sur la façon dont elle rêve de cette romance, etc. Qui est pas forcément le film n'est peut-être pas. Mais je l'entends effectivement et enfin en tout cas, je pense que c'est aussi un défaut du film. Enfin peut-être qu'on y reviendra, mais voilà. Moi, je trouve que c'est ma voisine de rangée a dit que c'était une délicieuse comédie à la fin du film et elle n'a pas tort. Enfin, en fait, je trouve que c'est un peu... Elle est bien précieuse, ta voisine de rangée. Je trouve ça trop mignon. Elle a donné son avis comme ça toute seule. Mais c'est vrai qu'il y a... C'était Laurent. Alors que nous, on le fait derrière des micros. Enfin, tu vois. Non, mais tu vois, à voix haute, genre pour qu'on l'entende, c'était agréable. Mais effectivement, en fait, il y a quelque chose qui est assez vrai là-dedans. C'est-à-dire que le côté comédie, je trouve, du film est assez réussi. C'est un film qui est très simple, en fait, qui est vraiment pas prétentieux et qui réussit là-dedans. Qui, pour moi, est une comédie romantique qui a un but, c'est de faire une histoire d'amour avec un peu cette promesse que tu nous fais, que tu nous as dit dans le pitch. Là-dessus, c'est réussi. Maintenant, je trouve que c'est un film qui a énormément de défauts, notamment parce qu'il est trop théorique, et je reviendrai là-dessus, mais
mais que voilà, cette simplicité-là suffit pas pour faire un film qui fonctionne, notamment parce que du coup c'est très attendu, en fait c'est très académique dans la façon dont c'est écrit, et que malheureusement ça c'est un peu dommage, et ça fait que c'est difficile à recommander à aller voir au cinéma comme ça, parce que même si c'est pas un moment désagréable, ça reste un film qui pour moi aurait mérité vraiment plus d'un souci de mise en scène et des réécritures aussi derrière, quoi. Alors Agathe, elle est interprétée par Camille Rutherford, donc j'espère que Rutherford, je crois. Rutherford, voilà. J'allais dire, j'étais sûre que j'étais en train d'écorcher son nom, mais en même temps, ce sera pas la première fois à ce micro. Et le deuxième personnage principal est incarné par Pablo Poli, que je sais que tu aimes beaucoup, Manon, tu n'es pas la seule ici. C'est donc a priori un bon couple de comédie romantique. Moi je partage pas ton avis. Enfin, je trouve le casting est charmant. Je vois ce qu'ils ont voulu faire en prenant Camille Rutherford, qui a ce côté très gauche, un peu de guingois, et je pense que voilà, elle voulait aller. En même temps, elle a un physique, je trouve, qui peut faire film d'époque. Elle pourrait être physiquement une héroïne. Elle pourrait être dans Jane Austen complètement, mais voilà, je comprends pourquoi on l'a recrutée, mais moi je trouve que c'est pas une bonne comédienne du tout. Déjà dans Anatomie d'une chute, je trouvais que c'était le seul faux pas de Anatomie d'une chute. Je sais pas, il y a un truc. Je vois qu'on puisse aimer son côté naturel et tout, mais moi vraiment c'est une comédienne que je trouve pas super talentueuse. Donc du coup voilà, moi ça m'a un peu gênée. Après pas choqué autour de cette table. Non mais moi j'attends que pour une fois que c'est pas Yuri qui ouvre le bureau des réorientations professionnelles. Alors moi j'ai un problème très spécifique, c'est que son accent anglais n'est pas totalement anglais, et que du coup quand elle parle anglais, j'ai toujours un peu un problème parce que j'entends un petit accent français. Et il faut utiliser l'IA. Elle est franco-anglaise, non ? Oui, mais son accent n'est pas tout à fait naturellement anglais. Il y a un truc qui me... On te la vend pas comme une anglaise vraiment d'origine. J'ai pas dit le contraire, juste que quand elle parle anglais, je suis genre... Non mais le type a des problèmes. Mais j'ai jamais prétendu ne pas en avoir. On aurait dû mettre de l'IA. Donc voilà, après le casting est assez mignon, tous deux, enfin avec Pablo Poli ça fonctionne plutôt bien, mais ouais, moi après je partage quand même l'avis de Romane. Je trouve que le projet est chouette, en fait, vraiment de vouloir faire une pure comédie romantique british en remontant vraiment à la substantifique moelle de ce que c'était. Même il y a un autre personnage masculin qui est un peu un Hugh Grant du Wish, quoi, franchement, dedans. Et c'est vraiment, je pense qu'il est là pour ça. Ouais. C'est assez intéressant. Moi, je connais très très mal Jane Austen. La preuve, je l'ai confondue avec les Sœurs Brontë dans le dernier épisode. Ça prouve à quel point je connais pas du tout son univers. Donc je peux pas dire s'il y a suffisamment ou pas de Jane Austen. Mais j'avoue que ouais, moi, ça a pas super pris vraiment sur moi. En fait, le problème, et là je vais citer Laurent, mais il aurait fallu qu'il y ait vraiment plus de travail. Enfin, c'est-à-dire que le scénario est quand même, tout est tellement attendu, même ses chutes. Quand elle est un peu gauche, donc elle chute, elle tombe et tout. Tu les attends toutes, tu peux toutes les anticiper. Parce qu'en fait, elle réinvente rien du tout de la comédie romantique. J'allais dire, c'est un peu, et là, je trouve, c'est l'ambition un peu, je trouve, étrange du film. C'est-à-dire que Jane Austen, c'est quand même la romancière qui a inspiré les plus grandes comédies romantiques qu'on connaît. Bon, évidemment, Orgueil et Préjugés étant la plus célèbre, mais en fait, au-delà de toutes les adaptations qu'il y a eu, il y a eu aussi un certain nombre de décales. C'est-à-dire que, par exemple, Bridget Jones est extrêmement, a fait beaucoup de références à Jane Austen. Donc en réalité, quand on appelle son film Jane Austen a gâché ma vie, le projet, ça devrait presque de faire une contre-comédie romantique. Oui. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un truc de concept déjà qui est assez étrange. Ouais. Complètement. En fait, le problème est vraiment dans cette tonalité-là, qui est que à la fois elle veut se moquer de ça parce que le personnage est un peu gauche et que du coup, en fait, elle voudrait vivre dans cette romance très romanesque et elle n'y arrive pas parce qu'elle a pas les caractéristiques pour, quoi, d'une certaine manière. Et d'un autre côté, on te fait des clichés de la comédie romantique qui pour le coup appartiennent vraiment au côté Jane Austen. Vraiment, on va te mettre le mec notamment, enfin comment on appelle ça, le interest, love interest, voilà, très bien, qui apparaît vraiment dans des moments où il n'est pas censé être là, évidemment, et c'est des espèces de coïncidences. En fait, pour moi, le film pêche au moment où il essaie de faire un truc de décalage qui se veut poétique et qui en fait est assez bancal parce qu'il joue avec ce côté décalé tout le temps. Le personnage l'est, il est à côté, on a des absurdités, des coïncidences vraiment à tout bout de champ, et pour autant ça ne prend pas. Et en fait, le défaut principal pour moi du film, c'est que il est encore à l'état
tas de scénarios, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas à comment est-ce qu'il va mettre ça en scène, comment il va prendre ce décalage et le rendre poétique à l'écran. Il n'y a pas de réflexion vis-à-vis de la mise en scène, de la poésie, comment est-ce que tu filmes ça. Et c'est un peu un comble quand même sur un film qui te parle de littérature, parce qu'on a d'énormes monologues un peu lourds quand même sur qu'est-ce que le rôle de la littérature, est-ce que c'est génial, est-ce que c'est le rôle d'un artiste de faire ci, ça. Et en fait, il réfléchit jamais à comment est-ce que tu filmes la littérature, comment est-ce que tu peux en faire quelque chose de cinématographique. Et là-dessus, c'est un peu dommage, parce que du coup, même si le scénario a des choses intéressantes... C'est le premier long métrage en tant que réalisatrice de Laura Piani, qui effectivement est au départ scénariste. D'accord. Bon, bah effectivement, voilà, c'est quelque chose qui se ressent, et même le scénario encore manque à des endroits quand même de développement et de sortir du cliché, et aussi d'affiner cette tonalité. Et peut-être que c'est un truc qui s'est passé au moment du tournage, je ne sais pas, mais effectivement qui ne prend pas complètement, parce qu'on ne comprend pas si c'est complètement décalé, si ça se veut absurde, une fable, ou si c'est complètement juste pris au sérieux, un truc romanesque comme Orgueil et Préjugés peut l'être. Rita ? Ce qui est fou, c'est... Bon, alors j'ai pas vu le film, mais je me permets, mais en fait, on avait fait un focus sur la comédie romantique il y a quelques semaines, et on avait notamment parlé de cette vague post-rom-com où en fait on veut inclure du sarcasme et ouais non mais nous on fait pas vraiment une rom-com, et qui en fait crée un problème de tonalité, parce que soit tu t'engages à faire une comédie romantique où il va y avoir de l'humour et pas prévisible, et de la romance où même si on rentre dans des carcans, donc dans des tropes comme on dit pour la rom-com, qui sont prévisibles, on les attend avec plaisir, et quand ils finissent par se réaliser, on est content. Ouais. Mais si tu prends presque ça avec cynisme, où tu dis non mais en vrai on fait pas une rom-com, on se fout un peu de la gueule de notre personnage, déjà un film qui se fout de la gueule de son personnage, t'as plus d'attachement non plus toi pour le personnage en question. Et en plus l'idée de dire elle a grandi avec les rom-coms et avec la lecture de Jane Austen, et donc elle sait pas comment se comporter. En fait, moi, ça me donne envie d'avoir aussi un commentaire sur qu'est-ce que cette littérature a pu faire sur le cerveau de jeunes femmes, qu'est-ce qu'on attend de la vie après ça, dans un cadre hétéro. Enfin, il y a des questions beaucoup plus intéressantes que ce que vous racontez du film, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment un film à titre, c'est-à-dire que le titre, il promet plein de choses, il promet une mise en abîme super intéressante, mais en fait, il n'y a absolument aucun discours et aucun recul sur les comédies romantiques, et c'est quand même assez creux. Je suis étonnée que la réalisatrice soit scénariste, parce que vraiment, le scénario est quand même extrêmement basique. Tu tires tellement violemment aujourd'hui. Mais par contre, Rutherford, nul. Là où je te rejoins, enfin où je rebondis sur ce que tu disais, c'est qu'en même temps, c'est à la fois quand même un projet assez pur. C'est-à-dire que il y a de la sincérité. Voilà, il y a de la sincérité, et il n'y a pas malgré la promesse, il n'y a pas finalement de moquerie ou quoi que ce soit. C'est assez premier degré. Donc moi, peut-être c'est ce qui m'a dérangée. Mais voilà, on est quand même dans des jolis cottages anglais, on boit du thé, on lit Jane Austen, et c'est quand même super réconfortant à voir. Donc voilà, il y a un côté assez pur qui fait plaisir à voir, mais c'est pas le film que j'attendais de voir. Ouais, peut-être pour finir en parlant de pureté, il faut préciser, et je pense que c'est pour cette raison vraiment quasiment, majoritaire en tout cas, qu'on peut recommander le film, c'est qu'il y a Frédéric Wiseman qui fait une petite apparition, parce que aujourd'hui, comme l'avait fait Rebecca Zlotowski dans son dernier film, il aime apparaître pour faire des trucs absolument géniaux, et ce mec a une aura, vraiment il faut qu'il joue dans tous les films français pour faire un espèce de caméo, parce que là il arrive à se dépêcher, parce que oui, le réel de documentaire. Oui. J'étais en mode préservez-le s'il vous plaît, parce il a 1000 ans. Il a complètement 1000 ans, et il arrive chez Shakespeare et compagnie pour faire pour lire un poème, et juste moi ça m'a complètement bouleversée. Il m'a suffi de ces 5 minutes là. Et le poème dure environ 183 minutes. Non, mais franchement ça aurait été pas mal, mais voilà, je pense que juste pour ça là effectivement il y a de la poésie qui transparaît, mais c'est aussi de par ce que Frédéric Wiseman incarne, et puis il a un espèce de regard pour le personnage qui s'en va enfin vivre sa rom-com, on va dire, et que moi j'ai trouvé bouleversant. C'est peut-être le petit, vraiment le petit bonus du film qui fait que je peux pas non plus complètement le descendre. Et écoutez, on va surtout encourager, à défaut peut-être d'aller découvrir ce premier long métrage, Jane Austen a gâché ma vie, encourager tout le monde à embaucher Frédéric Wiseman pour parler 2 minutes dans leur film. C'est l'heure des recos. Écoute, recos de la perche, Yuri. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Alors, dans nos petites chroniques comme ça en vrac, Imen, bien sûr, tu étais très attendue, puisqu'est sorti en salle un nouveau film de Hong Sang-soo, La Voyageuse. Alors malheureusement, on n'a pas pu faire de débat parce que trop peu de gens se sont positionnés dessus. J'ai failli le voir quand même. Mais oui, t'as failli le voir. C'était un manque de temps, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont sacrifié. En fait, on aurait peut-être dû le reporter d'une semaine pour qu'il y ait plus de gens qui aient le temps de le voir. C'est pas grave. Imen, est-ce que ça valait le coup de voir La Voyageuse? Il y en a un autre qui débarque dans 2 mois. Voilà. Oui. Moi, j'ai trouvé ça génial. Laurent vient de sourire. C'est avec Isabelle Huppert en personnage principal, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que pour moi, Isabelle Huppert
à un grand. Enfin, il y a un truc où cette femme est dingo et ça se voit en interview. Et là, Hong Sang-soo embrasse pleinement la folie de cette femme et la fait transparaître à l'écran, et ça fait que pour moi c'est le film le plus drôle que j'ai vu depuis très longtemps. Et donc c'est vraiment Hong Sang-soo qui fait une comédie avec Isabelle. Mais ceci dit, il a déjà flirté avec la comédie quand même. Ça flirte légèrement, oui. Mais là en fait c'est tellement là, on est dedans. lunaire. Ouais. Mais vraiment, c'est que souvent c'est lunaire de par la mise en scène. Là c'est lunaire de par Isabelle Huppert qui fait absolument n'importe quoi en Corée du Sud et où elle vient en fait faire vriller aussi toutes les conventions sociales qui je trouve sont probantes dans l'entièreté des films d'Hong Sang-soo, de par cette espèce de choc des cultures. Et ça fait que moi, je trouve que ce film, d'un coup, a une portée aussi extrêmement différente des précédents qui m'a énormément intéressée. Il y a toujours aussi cette démarche de se dire, là, pour le coup, de ce que j'ai lu, il n'y avait pas d'équipe technique, c'était lui tout seul, qui faisait à la fois l'image, à la fois la perche, à la fois le point, qui faisait tout. Ça se sent, ils ont tourné le film en 13 jours, et à la fois, il y a un truc qui se dégage des images, et il y a des idées de plans que j'ai trouvé magnifiques, et donc moi, ça m'a fait rire, ça m'a touchée. Et c'est plaisant, en fait, de voir Isabelle Huppert faire nimp pendant 1h30. Laurent ? Merde, j'ai presque envie d'aller le voir. Grave. Écoutez, franchement, chauffez-vous, allez le voir la semaine prochaine. Non, mais je respecte le sol du mec qui paye même plus d'équipe technique. Encore une fois... Peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine, ça pourrait être chouette. Rita, toi tu es allée voir Toutes pour une, le deuxième long métrage d'Ouda Benaminia, qui imagine, Ouda Benaminia qu'on connaissait notamment pour Divine, et ce deuxième long métrage imagine les mousquetaires, mais ce sont des femmes. Oui, alors c'est très difficile parce que c'est un très mauvais film, mais... Ce film est en train de se faire tirer dessus par toute la fachosphère et pas que, parce qu'effectivement... Pas pour les bonnes raisons, du coup. Voilà, pas pour les bonnes raisons, parce qu'effectivement c'est une réinvention des Trois Mousquetaires, mais elles sont toutes jouées par des femmes et la plupart sont des femmes racisées par ailleurs, donc forcément il y a de quoi irriter beaucoup de monde. Pour moi c'est pas du tout le problème du film, parce qu'en vrai ça c'est assez intéressant, il y a des scènes plutôt intéressantes sur En fait, elles sont en drague. Donc, pour commencer, elles jouent les mousquetaires en drague masculin. Et le soir, elles enlèvent leur drague et elles sont en femme. Ça, c'est hyper intéressant et c'est très bien fait. Il y a un travail sur le maquillage et les coiffures. Je m'attendais vraiment pas à y croire. Mais en fait, typiquement, si t'as jamais vu Daphné Pataka dans un film avant, ce qui était mon cas, je pensais... déjà, j'étais attirée par lui en homme, donc c'était problématique. Et, ou pas. Mais juste, il y a un vrai travail sur le drague qui est hyper bien réussi. Ça étant dit, il y a un problème de lumière et de pas de mise en scène, mais vraiment de photographie du film, où parfois entre un champ et son contre-champ, il fait jour et il fait nuit. Enfin, j'ai rarement vu ça, et pour que je le remarque, alors que je suis pas vraiment pro de ce genre de choses, c'est très mal fait. Je pense que ça a dû être une production compliquée. Le scénario n'a pas, je pense, eu assez d'aller-retour de travail. En fait, c'est trop triste parce que je vois toutes les ambitions du film, et j'ai vraiment pas envie de tirer dessus parce que j'adore l'idée du projet sur le principe, ce qu'il représente. Même si je trouve que ça serait cool qu'on crée nos propres histoires, c'est pas la peine de refaire les mousquetaires, on les a déjà eu, c'était nul, mais c'est pas la peine de le refaire du coup. On les a eu déjà 30 fois voilà. En plus cette année. Non mais voilà, il y a trop de choses et en fait je trouve que c'est trop dommage. Juste voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est pas la peine d'aller le voir malheureusement. Enfin, sauf si vous avez envie de voir du bon drag. Mais à ce moment-là, il y a plein d'endroits où vous pouvez le faire par ailleurs. Il y a d'autres scènes, je pense. Ouais. Mais c'est vraiment dommage parce que j'ai vraiment essayé d'apprécier le film et c'était difficile. En fait, il rend pas la tâche facile. Mais ça me peine. Bah oui, c'est sûr que le film a quand même une communication qui est désastreuse. Enfin, les extraits qui sortent sur les réseaux sociaux, ils lui rendent pas justice. Et en plus, par ailleurs, en effet, toute la fachosphère qui le défonce. UGC, l'affiche qu'ils ont fait, c'est illégal. Voilà, ouais, je le dis. Je m'en arrêterai là, mais en fait la promotion autour de ce film et même le film lui-même joue entre un film familial divertissement grand public et il y a une scène il y a une orgie à un moment, donc enfin il y a le cul entre des chaises, c'est le cas de dire. C'est les enfants qui vont pas voir Mémoire d'un escargot. Voilà. Félix va les envoyer voir ça. Vous faites genre un double le week-end, enfin bref, non, mais c'est trop triste. Enfin voilà. Manon, dans un tout autre registre, toi tu es allée voir le dossier Mal d'Aurore, le dernier film de Fabrice Duvels. Oui, qui reconstitue l'affaire Dutroux, l'affaire pédocriminelle qui avait secoué la Belgique dans les années 80. Mais en fait, il prend ça... Toute la gravité que tu mets dans ta voix, oui. Il prend ça par le prisme de les rivalités qui ont vraiment existé en fait entre la police et la gendarmerie ces années-là en Belgique et qui ont manqué de faire capoter, qui ont beaucoup ralenti. La même que dans l'affaire Grégory avec le cas qui a été rouvert, le passage de la gendarmerie puis à la police. Dans les faits divers, t'as souvent des... Pardon, je regarde trop crime. En tout cas, là, c'est vraiment son angle d'attaque et donc l'enquête va être menée par un
gendarme du coup, qui est incarné par Anthony Bajon, et qui va développer une espèce d'obsession absolue pour cette enquête. Il y a un truc un peu, on dirait vraiment un inspecteur genre chez Fincher, quoi, qui vraiment genre oublie toute sa vie pour enquêter là-dessus. Donc voilà, il a plein de références comme ça. Il y a aussi une grande, il est en couple avec une fille d'origine sicilienne, et il y a une grande scène de mariage au début, genre vraiment façon film voilà, exactement, qui emprunte vachement à ça, qui pour le coup est plutôt bien faite. Mais après, je trouve qu'il y a quand même un côté... c'est Fabrice Duvels, quoi. Ça transpire un peu le macho-man, je trouve, juste sa mise en scène. Il y a un truc hyper viriliste. Je sais pas trop comment dire ça. Et moi, ça m'a un peu... Le début du film est bien. Et puis, plus ça va, plus ça monte les muscles comme ça. Et moi, ça m'a un peu saoulée. Un film viriliste sur la police. Effectivement, c'est un petit peu redondant. Félix, toi, tu es allé voir Wolfman. Wolfman qui est les grands mal t'en as pris un revival des monstres d'Universal. Ouais, en fait il y a eu des espèces d'Universal Monster, on appelle ça, une espèce d'univers filmique dans les années 40 d'Universal qui a adapté en fait plein de mythologies, donc c'est Frankenstein, les vampires, et c'est le premier univers partagé de l'histoire du cinéma parce qu'en fait ils se sont tous rencontrés dans des films. Voilà, donc c'est le MCU avant le MCU. C'est ça, exactement. L'homme invisible, etc., etc. Et en fait Blumhouse, société de production du coup qui est spécialisée dans les films d'horreur, a décidé un peu de faire un espèce de revival, et notamment avec un film qui est sorti il y a 5 ans qui s'appelle Invisible Man, qui était réalisé du coup par Lee Whannell, le réalisateur donc de Wolfman, qui avait réalisé un petit film de science-fiction qui s'appelait Upgrade à l'époque en 2018, et qui est surtout scénariste parce qu'il a beaucoup bossé avec James Wan, et notamment sur la saga Saw. Bref, j'aime plutôt bien ce gars parce que je trouve qu'il est assez intelligent dans ses choix par moments dramaturgiques et surtout de mise en scène. J'avais été vraiment très impressionné par Invisible Man et notamment toutes ses gestions d'hors-champ et sa manière de faire peur. Du coup, j'étais assez curieux de voir parce que bon, les loups-garous, voilà. Et en fait, clairement, voilà. Non, je trouve qu'en fait, pendant 30-40 minutes, le film se tient un petit peu parce qu'il y a une histoire avec des personnages assez intéressants qui sont relativement modernes dans leur dynamique. Une histoire de famille, effectivement, oui, dans laquelle c'est la mère c'est le père qui s'occupe de la fille. En fait, la mère qui travaille beaucoup, inversé, machin. Effectivement, ce qu'on voit d'habitude. Et ça peut être un peu con de faire ça, mais je trouve que les acteurs et l'écriture est assez subtile pour que ça fonctionne plutôt bien. Et puis d'un coup, au milieu du film, ils arrêtent de raconter une histoire et ils se rappellent qu'en fait c'est un film de loup-garou, et clairement il panique en fait à la mise en scène parce que ces créatures ne marchent pas. On est vraiment dans Le Seigneur des Anneaux ou Buffy contre les vampires, quoi. Seigneur des Anneaux, t'es sympa, hein. Oui, non mais pour moi c'est quasi du niveau de Tino, non, qui est une comédie. Je veux dire, les orques dans Les Seigneurs des Anneaux, c'est très bien fait, mais ça me fait pas peur, en tout cas plus maintenant, voilà. Et en fait, on est vraiment dans ce genre de maquillage, donc clairement, il a pas d'idée à la mise en scène. Puis surtout, il tente des trucs très chelou, où il veut faire des espèces de plans de vision de loup-garou, et du coup tout devient bleu fluo, les humains ont des yeux laser, juste c'est kitschissime, ça ne marche pas du tout. Il n'y a pas du tout de travail aussi même de l'espace, de l'environnement, le huis clos, il met une espèce de serre dans le jardin de la maison dans laquelle ça se passe, il en fait pas grand chose, la forêt non plus, enfin vraiment très paresseux. Et l'espèce de gimmick qu'il a, lui, de mise en scène sur tous ses films, c'est de faire rotationner la caméra. Donc il le fait dans Upgrade pour illustrer un peu le pouvoir, on va dire, de son personnage principal. Il le fait dans Invisible Man dans une espèce de démarche un peu de fatalisme quelque part, de ce monstre qui avance comme ça. Et là, il le fait juste pour illustrer le fait que son héros se sent pas très bien et en fait va se transformer en loup-garou, qui a un poncif de mise en scène utilisé depuis les années 60. Donc juste, c'est presque nanardesque, ça n'a aucun intérêt. Non, mais surtout, il se sent pas bien. Moi, ce qui m'a fait vraiment péter des câbles dans le film, c'est que le mec est clairement en train de se changer en loup-garou. Il a des yeux chelous, il a des griffes, il va pas bien, et il y a la mère et la fille, enfin sa femme et du coup sa fille, qui sont encore en train de dire « Mais non, c'est papa, laisse-le rentrer dans la maison !» Non, c'est pas papa, c'est un putain de loup-garou. C'est très bizarre. Ouais, clairement tout ça est mal géré. Donc ouais, non, franchement, grosse contre-reco de la perche, n'allez pas perdre de temps à aller voir Wolfman. Par contre, voyez Invisible Man qui est vraiment très chouette. Rita, on l'évoquait la semaine dernière, le documentaire Personne n'y comprend rien. Et pardon, il se passe des choses étranges en studio. On l'évoquait rapidement, donc Personne n'y comprend rien la semaine dernière. Entre-temps, tu l'as vu. Oui. Et je crois que tu nous le recommandes assez fortement. Vraiment, vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un documentaire d'utilité publique. C'est-à-dire que donc, pour Personne n'y comprend rien revient sur l'affaire des financements libyens, plus spécifiquement par Kadhafi, de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. En revenant vraiment en arrière, on repart de la fin des années 90. C'est un documentaire qui, visuellement... Alors, ça reste ce qu'on appelle talking heads, donc les têtes qui parlent devant sur des chaises, où au début du documentaire, la chaise est vide et la personne rentre. Pour autant,
Il y a un dispositif visuel avec des frises chronologiques, avec des espèces de dessins pour préfigurer des personnes qui vont parler et des enregistrements qui sont vraiment... C'est difficile à décrire un dispositif de documentaire, mais c'est vraiment très intéressant. Et au-delà de ça, ce que ça raconte, c'est un peu... en fait, je suis sortie de ce film en me pensant beaucoup à Trump et à comment est-ce que Nicolas Sarkozy a un peu trumpisé la politique française avant l'heure, par un truchement de qu'est-ce qui représente la vérité, par une notion plus trouble de la magistrature, de dire les magistrats mentent et font ça parce qu'ils sont politisés, etc. Alors c'est clairement un documentaire à charge, c'est clairement un documentaire qui n'aime pas Sarkozy. Après, pour autant, vu ce qu'il présente, c'est difficile d'aimer Sarkozy à la fin. Mais c'est sincèrement exceptionnel. Enfin, j'ai passé 1h30 où j'ai beaucoup rigolé, je dois dire, parce que la mise en scène, il fait que parfois il passe des enregistrements audio de personnes qui ont été récupérées parce que c'était des gens sous écoute, et tu te dis mais c'est vraiment des branquignoles et ils ont réussi à défoncer plein de choses dans la République française, donc c'est compliqué. Mais sur le moment, tu sors un peu du fait que c'est la réalité et ça fonctionne très bien en comédie, malheureusement. Fabrice Arfi, au demeurant, appelle-moi quand tu veux. Enfin, c'est vraiment c'est extrêmement bien mené et je vous recommande d'aller voir. Vraiment aller voir ce documentaire. Il a un gros succès en salle, il est très peu distribué, mais il y a beaucoup de monde à chaque séance et ça fait aussi un moment de communion dans une salle de cinéma que j'aime beaucoup. Donc, grosse reco, tu voulais dire quelque chose ? Non. Je sais pas, tu t'es avancé vers le micro, mais en même temps, c'est toi qui va faire la... Voilà pourquoi. Einstein. Wow. On va parler maintenant de Rocco Série. Toi, Laurent, tu as vu la nouvelle saison de Rogue Heroes. Oui, tout à fait. J'ai vu la nouvelle saison de Rogue Heroes, saison 2, qui vient après la saison 1, moi aussi, je peux dire. Einstein. Enfoncer des portes ouvertes et dire... Voilà, mais je trouve que... En fait, je viens plutôt recommander, on va dire, la série en elle-même, qui est un peu... Une série qui n'est pas passée complètement sous les radars, mais qui est une série BBC quand même un peu statutaire, très bonne facture, beaucoup de budget, qui raconte l'histoire des SAS, une brigade de l'armée anglaise qui a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale, à la base pour détruire des avions au sol, et qui est en fait une brigade de commandos qui existe encore aujourd'hui, qui a été créée par des personnages quand même sacrément détraqués et bien haut en couleur, même si évidemment tout le concept de la série c'est d'essayer d'en faire un truc un peu modernisé et un peu plus rock'n'roll, avec d'ailleurs une bande son très rock anglais des années 60-70. On peut retrouver même 70-80, on peut retrouver du Clash, du Deep Purple, des trucs comme ça, pour essayer de dynamiser un peu le côté classique et chiant des séries sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a un super casting, c'est vraiment assez amusant, en tout cas dans la première saison. La seconde saison est quand même vraiment beaucoup plus sombre et va vraiment explorer les traumatismes qu'ont subis ces types par les actions vraiment violentes et même parfois ultra hardcore qu'ils ont faites pendant la guerre, et à quel point ça les a détraqués alors qu'ils étaient déjà pas forcément bien frais à la base. Donc c'est un peu la saison qui va montrer le côté sombre de tout ce que les actions clandestines qu'ils font va impliquer, et la violence ce qu'elle engendre, qui est du coup assez intéressant, mais qui finalement je trouve perd un peu le côté cahier des charges de la première saison, qui est beaucoup plus fun, qui est beaucoup plus marrante, où on prend ces personnages, alors c'est assez sombre quand même, mais où il y a plus d'humour que là, qui est un peu plus dur. Je pense que la troisième saison sera peut-être, j'espère peut-être que la première saison revienne un petit peu aux sources, parce que à mon avis il n'y en aura pas plus, je pense que ça va s'arrêter là, mais en tout cas c'est de bonne facture, bien fait, amusant, bien joué, pour les gens qui aiment ce genre de truc. C'est un contrepoint en fait, un peu plus fun et un peu plus british aux séries Band of Brothers et The Pacific, et la dernière Master of the Air, alors qui était un peu, que je me mettrais qui était en dessous, je suis d'accord, clairement. C'est vrai, en fait c'est vraiment Band of Brothers la meilleure, puis The Pacific, puis, oui voilà, je dis pas que Rogue Heroes est complètement au niveau de celle-là, mais il y a un cousinage qui est amusant. Et Félix, toi tu voulais nous parler, donc avec un peu de retard, puisque la saison 2 de Squid Game est sortie juste avant Noël. Oui, écoutez, j'ai des choses à faire en fait. Et n'en déplaise, moi aussi je l'ai rattrapé en retard, mais n'en déplaise à Yuri, toi t'as trouvé que c'était plutôt une bonne saison, une bonne surprise. C'est fou parce qu'en fait je l'ai vraiment regardé dans une volonté de hater et de détester ce truc, parce que j'avais pas été non plus fasciné par la saison 1, que je trouvais un peu une arnaque et efficace, mais en fait il y avait un côté très redondant, les jeux machin, bon ça m'intéressait pas beaucoup, et en fait je trouve que alors le créateur, je crois, ne voulait pas faire de saison 2 et de saison 3, parce que je trouve que c'est plus ou moins une saison en deux.
entre guillemets en 2 parties et en fait je trouve que pour quelqu'un qui s'est forcé à écrire quelque chose et ben il a travaillé. Ça je pense que c'est la différence entre les Coréens et les Français, c'est que les Coréens travaillent, les Français pas du tout, et les Américains là-dedans. Les Coréens font que ça et ils finissent par se suicider quoi. Oui bon ça c'est effectivement un autre problème, mais j'avoue que j'ai pris un peu plaisir à voir cette espèce de simili saison 1 déraillée, parce qu'on reprend beaucoup de tropes évidemment de la saison 1, mais on va un peu les inverser, on va essayer de chercher un petit peu justement qu'est-ce qui crée vraiment cette espèce d'univers. Et ça j'avoue que j'ai trouvé ça assez rigolo, assez ludique et assez généreux. En fait je trouve que c'est une saison qui est très généreuse dans son dispositif de jeu, que je trouve un peu plus fouillis, un peu plus rigolo. Les persos qui sont over the top, mais je veux dire ils l'étaient déjà en saison 1. Là on a un rappeur qui parle anglais tous les 2 mots, voilà, on a une femme qui lance une secte, on a une mère et son fils, des crypto-monnaies, enfin je veux dire tout est c'est vraiment n'importe quoi et on pourrait presque ne pas l'acheter, mais je trouve que dans l'univers de Squid Game ça fonctionne. Je trouve que tous les acteurs sont là et tu sens qu'ils vraiment, enfin ils sont contents d'être là, ils se donnent à fond pour leur rôle et je trouve que du coup quelque part j'ai de la sympathie pour eux, même les gens que je déteste quelque part je finis par les apprécier, en tout cas par les trouver assez rigolos. Je trouve que c'est une série qui réussit toujours vraiment bien à changer de tonalité mine de rien, et ça c'est pas facile, et je trouve que les Coréens sont quand même toujours extrêmement forts et très habiles là-dessus, et je trouve que surtout c'est une série qui s'est vraiment qui a posé des bonnes questions pour réinventer un petit peu son univers et pour creuser justement des choses qui étaient là en saison 1 et pas vraiment exploitées, et notamment le système du vote qui était vraiment très anecdotique. Le vote pour arrêter ou continuer le jeu. Voilà, exactement, et du coup il va y avoir un peu 2 teams, les gens qui veulent continuer, les gens qui veulent arrêter, et en fait bon c'est très bébête, mais je trouve que la première saison est sortie en 2019, la saison 2 est sortie en 2025, évidemment il y a une modification dans le paysage politique, je trouve que il y a une polarisation quelque part de la société, et de réussir à récupérer ce petit truc là et d'en faire vraiment une espèce de motif quelque part dramaturgique, j'ai trouvé ça très intéressant et assez malin. Donc oui c'est con, mais ça a plutôt bien marché, ça reste du popcorn, on va pas se mentir, mais je la trouve plus sincère et plus tordue que la saison 1, donc étonnamment je la recommande. Et moi elle me donnait très envie de voir la saison 3 qui sortira je crois en juin 2025, donc on aura peut-être l'occasion de reparler de Squid Game et peut-être de faire un vrai débat, et comme ça Yuri tu pourras cracher ton fiel à ce moment-là. Je suis désespéré de ce que j'entends, vraiment ça me désole. Je vais dans le sens de Félix, mais avant de conclure l'émission c'est l'heure de la carte blanche. Ça me désespère pas moins. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Rita, tu m'as soumis le titre de ta carte blanche, qui est, je crois, le plus beau titre depuis le début de la saison. Je vais donc vous le lire. Ishtar, Ellen May, Coca-Cola, la Columbia et un chameau aux yeux bleus. C'est très vrai. C'est totalement ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la filmographie de la réalisatrice Elaine May, j'ai adoré tous ses films. Je vous recommande notamment Mikey and Nicky. Mais j'ai aussi été très confuse de voir qu'elle n'avait rien réalisé depuis 1987, apparemment parce qu'elle avait perdu énormément d'argent à son studio à l'époque. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le film en question, c'est Ishtar, avec Warren Beatty et Dustin Hoffman. Beatty devait à Elaine May la coécriture de son gros succès Heaven Can Wait en 78 et d'autres travaux d'écriture même pas crédités dans certains de ses films oscarisés. De même, ayant été scénariste non crédité de Tootsie, énorme succès pour Dustin Hoffman, Elaine May avait grandement aidé les 2 acteurs qui lui étaient un peu redevables et accepte donc de porter le projet. Le pitch, attention accrochez-vous, 2 chanteurs losers se font engager pour un show à Marrakech et se retrouvent au milieu de conspirations internationales avec la CIA au cœur des soucis, face à une organisation marocaine de gauche. Bon, le ressort comique principal du film au départ, c'était que Warren Beatty, alors immense sex symbole habitué au rôle de tombeur, se retrouve à jouer un homme avec des difficultés avec les femmes, là où Dustin Hoffman allait au contraire avoir le dessus sur la situation. Et donc basé sur un grand nombre de quiproquos et de comiques de situation, le film c'est une espèce de spoof des films d'espionnage avec des bras cassés comme personnages principaux. Sur le papier c'est une comédie de studio, ça paraît complètement cohérent. Warren Beatty est donc allé voir le chef de la Columbia à l'époque pour le convaincre de produire le film, et plus encore en ajoutant il faut qu'elle ait, donc Ellen May, ce qu'elle veut, point final, voilà ma position pour la négociation. Donc en vrai, baquer beaucoup à ce moment-là Elaine May. Malgré le fait que le film avait déjà 2 énormes stars et une réalisatrice confirmée à son bord, les producteurs étaient toujours très réticents, justement parce que les 3 stars en question étaient très connus pour être beaucoup trop perfectionnistes. Le budget a été fixé à $27 millions et à partir de là, tout ce qui pouvait se passer mal s'est passé mal. Et donc c'est un peu un film loi de Murphy du cinéma. Le studio voulait que les scènes de désert soient tournées aux États-Unis pour éviter les surcoûts, mais aussi des risques politiques et de sécurité pour les équipes. Et là, ça devient n'importe quoi. À ce moment-là, la Columbia était possédée par Coca-Cola, entreprise qui avait des fonds au Maroc, et à cause d'une loi marocaine, ils ne pouvaient pas sortir les fonds du Maroc. Donc ils se sont dit, ok, on peut tourner au Sahara, on a de l'argent là-bas qu'on peut pas sortir. Donc le tournage devait durer 10 semaines et commencer en octobre 85. Par un concours de circonstances, c'est pile au moment où les tensions entre Israël, la Palestine et le Maghreb ont escaladé. Il y avait des risques que Dustin Hoffman se fasse kidnapper sur le tournage.
Il y a aussi eu des soucis avec les équipes de tournage sur place, notamment avec l'entraîneur d'animaux qui devait trouver un chameau aux yeux bleus pour une des blagues du film. Il n'a réalisé que très tardivement qu'un chameau aux yeux bleus, c'est très rare, voire impossible à trouver. Il s'est fait arnaquer par des vendeurs qui lui ont vendu un chameau aveugle. Donc... Si vous êtes à Marrakech, ça sent pas hyper improbable. Le chef décorateur du film explique aussi qu'il y a eu un souci au niveau du choix des dunes, parce qu'Elaine May n'était jamais satisfaite d'à quoi ressemblaient les dunes, ni aux États-Unis, ni au Maroc, et qu'en plus, elle avait des coups de soleil et des problèmes de dents à cause des conditions extrêmes, parce que tourner dans le désert, c'est hyper vénère en vrai. Finalement, Elaine May a décidé, après des semaines de recherche, qu'en fait, elle voulait pas des dunes, mais un paysage plat. Donc, il leur a fallu 10 jours de plus pour trouver une zone plate de 2 km² dans le Sahara, parce que ça n'existe pas vraiment beaucoup. Ensuite, Elaine May s'est disputée avec le directeur de la photo, qui était peu habitué aux comédies et au placement de caméra. Donc en vrai, c'était une dispute plutôt légitime parce qu'elle voulait créer un rythme et il n'arrivait pas, le directeur de la photo. Pour ajouter aux tensions, à ce moment-là, Warren Beatty, qui avait un crédit de producteur, donc son mot à dire, commence à en avoir marre et prend le parti du directeur de la photo. Elaine May ne s'entend pas du tout avec Isabelle Adjani, qui a un rôle secondaire dans le film, mais qui est aussi la petite amie de Warren Beatty à l'époque, ce qui n'a pas arrangé les choses parce que Warren Beatty voulait absolument qu'elle ait plus de place dans le film, et donc après le scénario, pendant le tournage, essayer de faire en sorte d'ajouter Isabelle Adjani aux scènes, ce qui est complètement fou. Les dépenses continuent d'augmenter. Elaine May n'arrête pas de refaire les scènes des centaines de fois. Ils n'arrêtent pas de changer de lieu de tournage. Comme on a dit, il y a un problème de chameau. Betty a essayé de faire virer Elaine May. Après tout ça, alors que c'est lui qui a convaincu de la recruter, mais après réflexion, il s'est souvenu qu'à ce moment-là, il était connu comme un supporter des droits des femmes, donc il a décidé de ne pas la faire virer finalement. Le film a failli être abandonné en cours de route, ce que je comprends, mais finalement a continué avec une post-production où il y a eu des disputes visiblement presque physiques pendant le montage, notamment sur la post-synchronisation des voix où ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Prévu pour la sortir à Noël 86, qui est un peu... Noël, c'est quand on sort les grosses comédies familiales, etc. aux États-Unis. Le film est sorti au printemps 87, donc bien après. Et entre-temps, de nombreuses histoires ont fuité dans les médias sur les difficultés de production et qui ont présenté le film comme un naufrage avant même sa sortie. Et malgré les médiateurs nombreux, Elaine May et Warren Beatty ne se supportaient plus du tout et personne n'était satisfait du montage final du film. Il n'y a pas une personne impliquée dans le film qui aimait le film à la fin. Mike Nichols, qui est donc l'ami et collaborateur de longue date d'Elaine May, en plus d'être un cinéaste très très connu et très intéressant, a dit que la sortie du film était selon lui un superbe exemple de ce qu'il sait être un suicide de studio hollywoodien, sous-entendant en fait que le studio avait fait exprès de faire passer le film à la trappe auprès de la presse pour minimiser leurs pertes en n'ayant pas à gérer les frais de publicité. Et vu que le film parle mal de la CIA a aussi fait fuiter des trucs en disant que le film était mauvais. Résultat des courses, Coca-Cola a décidé, au vu des pertes, de ne plus jamais faire de cinéma et a revendu la Columbia à Sony. Ce qui est quand même fou, à cause d'Elaine May du coup. À sa sortie, le film a été nommé pour 3 Raspberry Awards, donc les Oscars des pires films, et Elaine May a gagné celui de la pire réalisatrice. Elaine May et Warren Beatty ne se sont pas parlé pendant les 2 ans qui ont suivi la sortie du film, mais c'est surtout du point de vue de la carrière d'Elaine May qu'il faut aller regarder les vrais dégâts et au-delà de la blague qu'a constitué ce projet. Elle a dû attendre 9 ans avant de pouvoir signer un nouveau scénario, celui de La Cage aux folles, pour lequel elle a été nommée à l'Oscar de la meilleure scénariste. Et depuis, elle n'a rien réalisé, personne ne veut prendre le risque de l'assurer. Et le plus triste dans tout ça à mes yeux, c'est que le film n'a même pas été vu par tant de gens que ça, alors qu'il a été descendu par la critique à sa sortie, et je trouve qu'il est très drôle. Avec des défauts, oui, c'est un film très loufoque, mais qui a le mérite de ne pas présenter les Marocains comme un peuple... Vous avez vu des films américains, vous voyez de quoi je parle. La CIA ne sont pas du tout des génies, au contraire, c'est un film qui se fout ouvertement de la gueule du gouvernement américain. Le fait qu'Elaine May n'ait jamais eu l'occasion de refaire un film après ça montre aussi à quel point le système hollywoodien ne pardonne pas aux femmes derrière la caméra le moindre échec, alors qu'on en a dédié un focus là-dessus. Le nombre de réalisateurs qui ont fait des flops avec des trucs de tournage aussi intenses que ça arrive. On pense à Apocalypse Now. De fait, le film a eu une meilleure carrière après, et encore. Mais en fait, elle après un box-office foireux, elle a jamais pu refaire grand-chose après. Et d'ailleurs, elle a un projet en ce moment, donc si quelqu'un veut de l'argent et veut aller l'assurer... Alors qu'elle a 92 ans. Oui, elle est très vieille. Enfin, Ridley Scott aussi. J'aimerais conclure sur cette douce amère citation d'Elaine May elle-même, et vraiment envoyer ses films. Si toutes les personnes qui détestent Ishtar l'avaient vraiment vue, je serais aujourd'hui une femme très riche. Bravo elle. Merci Rita. C'est la fin de La Perchée dans le cadre cette semaine. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube. N'hésitez pas à nous, et même on vous encourage à nous noter, à liker, à partager et aussi à transmettre tout votre amour sur les réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine.